Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est marqué au début de la parashat Shemot, Veyamot Yosef vechol echa vechol adorahu. Il est mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération. Donc c'est juste avant que la Torah commence à nous raconter que les bénis Israël sont devenus esclaves. Juste avant, la Torah nous dit que les choses elles se sont passées d'une certaine manière, que d'abord Yosef est mort, et ensuite tous ses frères, et ensuite toute cette génération. Alors l'Or HaChaim Kadosh sur place, il dit comme ça, il dit Sheba Katuv Lomar Shekol Zman Shechad Min Ha'achim Haya Kayam. Le verset vient nous dire que tant qu'un des frères était vivant, Ayu HaMitzrim Mechabdim Otam. Les Égyptiens respectaient les bénis Israël. Ve'af Keshaya Echad Mi'ador Hahu, et même lorsqu'il restait un de la génération de Yosef, Kayam, qui était encore vivant, Ayu Chashuvim Be'enehem, ils étaient importants à leurs yeux. Velo haya lahem panim leishtabet bahem, ils n'avaient pas la face, ils n'avaient pas l'insolence de les rendre esclaves. Verot katav sham, et là-bas aussi, le roi Chaim il explique, encore une fois, Shebemitat Yosef, à la mort de Yosef, Yardou mimigdulatam, les bénis Israël sont descendus de leur grandeur. Shayu me'olim yoter minamitzrim, parce qu'avant ils étaient plus élevés que les Égyptiens, c'était un peu genre l'aristocratie de l'Égypte, puisqu'ils étaient la famille du fils du roi d'Égypte. Venarasu shavim lahem, donc à la mort de Yosef, ils sont devenus équivalents aux Égyptiens. Ou bemitat achim, à la mort des frères, yardou les matam imadrigatam, ils sont descendus encore plus bas que le niveau des Égyptiens. Shayu be'enehem nivzim, parce qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Avaladaim lo ayu mishtabedim lahem, mais ils ne les rendaient pas encore esclaves. Rak leachar shemet kol ador, c'est seulement quand toute la génération des frères de Yosef elle est morte, alors à ce moment-là, itrilou les shtabet bahem, ils ont commencé à les rendre esclaves. Ça, c'est ce qu'il dit le Or HaChaim Kadosh. Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz, il explique que qu'est-ce que ça veut dire tant qu'ils étaient chashuvim be'enehem, tant qu'ils étaient importants aux yeux. Donc ça veut dire que tant que les bénis Israël étaient importants aux yeux des Égyptiens. D'accord ? Mais lui, il dit, on peut le dire des deux côtés. Tant que les bénis Israël étaient importants à leurs propres yeux. C'est-à-dire que dans le rapport entre les bénis Israël et les Égyptiens, c'est pas évident d'aller chez quelqu'un et lui dire à partir de maintenant, tu deviens esclave, à partir de maintenant, tu prends des coups de fouet, à partir de maintenant, t'es une sourasse, t'es une vermine, c'est pas évident. Donc, pour qu'ils réussissent à faire une chose pareille, on a besoin que les bénis Israël eux-mêmes, ils soient dans un contexte où ils pensent qu'ils sont moins, qui n'ont pas de valeur. Alors, c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ce soir, cette notion-là qui est très, 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 très importante, qui s'appelle le respect de soi, d'accord ? Qui nous accompagne dans tous les rapports qu'on a avec les autres, avec la réalité, avec nous-mêmes, de combien... qu'en vérité, des fois, on se plaint que l'autre, il ne nous donne pas la valeur, ou l'autre, il ne nous donne pas le respect, ou ne nous donne pas la place, ou ne nous donne pas la parole, alors que nous-mêmes, au fond, on ne pense pas qu'on vaut la peine. C'est-à-dire, si toi-même, tu penses que tu dis des bêtises, ne dis pas comment ça se fait qu'il ne donne pas la parole. Si tu penses que tu es personne, ne t'étonne pas que l'autre, il ne te voit pas, parce que tu es invisible, parce que tu es personne. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut réfléchir. Comment quelqu'un, il arrive dans une situation comme ça, ou moi, je le vois dans les couples, dans des étudiants, dans des gens en souffrance, dans des gens en dépression, dans des gens qui ne sont pas sûrs de leur tendance sexuelle, qu'il y a toujours un terrain qui est basé sur un manque de confiance et un manque de valeur, un manque de valorisation personnelle. Et c'est ce terrain-là qui laisse la place. Parce que comment elle va rentrer la dépression ? Comment elle va rentrer l'échec ? Comment il va rentrer l'échec scolaire ? Comment il va rentrer la dévalorisation ? Comment il va rentrer la méchanceté de l'autre ? Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetri très connue, que la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Il y a beaucoup de gens, c'est des pauvres types. Tu dis, mais comment c'est possible qu'un pauvre type comme ça, il peut faire du mal ? Comment une hystérique comme ça, elle peut faire du mal ? Parce que l'autre, il est terrorisé. Mais pourquoi il est terrorisé ? Il est terrorisé parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas le titane, il n'y a pas la personne, il n'y a pas la force, il n'y a pas la valorisation. Alors c'est exactement pareil. Quand il y a un rapport, parce que toute notre vie, c'est des rapports de force, en fin de compte. C'est un rapport entre supérieur et inférieur, c'est une hiérarchie. Là, il y a les parents, il y a les enfants. Là, il y a l'homme, il y a la femme. Là, il y a le maître, l'élève, le patron, l'employé, le gars qui fait du mal, le gars qui subit le mal.
le gars qui veut entendre la Shonara, le gars qui veut parler la Shonara. Toute la vie, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, Hachem, il crée des couples. Alors les gens, ils pensent au mariage. Mais en vérité, non. C'est toutes les rencontres que tu vas faire, elles ne sont pas par hasard. D'accord? Donc si toi, tu te retrouves toujours en face de gens qui ne te valorisent pas, commence à te poser la question, est-ce que tu as de la valeur? On lui dit, ouais, les gens, ils ne savent pas qui je suis. Au fond, je suis quelqu'un de bien. Mais quand tu es au fond, tu es quelqu'un de bien, il faut étudier tes textes de Cousteau. Parce que qui c'est qui peut vivre avec toi? Il faut qu'il ait un scaphandre, le gars. Puisque tu es quelqu'un de bien au fond. Alors, viens à la surface, d'accord? Exprime-toi, existe, montre ta présence, ta prestance. Tu n'es pas obligé de t'imposer ou de crier. Il y a des gens, ils veulent monopoliser l'espace, donc ils crient tout le temps, ils parlent tout le temps, ils font des grands gestes, d'accord? Parce que, genre, la star est arrivée. Tu n'as pas besoin. Non, parce que quand vous prenez un diamant, ouais, quand vous le posez, c'est un diamant. Tu dis oui, mais il est dans un contexte, il est chez Boucheron, il est sur une table en velours, Bordeaux, il est mis en valeur. Il y a une vendeuse en Chanel qui la présente, il y a une ambiance feutrée. Non, le même diamant, tu le mets sur une table Ikea, c'est le même diamant. Donc il n'a pas besoin du contexte, le diamant. Par contre, le Swarovski, le Zikron, parce qu'il y en a, il y a encore beaucoup qui Zikron. Hein. C'est le miracle des radins, le Zikron. C'est heureusement que Dieu a créé le Zikron. Tu te rends compte? Sinon, on serait obligé d'acheter quelque chose de vrai. Non. Mais ça existe, comme il y a des substituts de crevettes, il y a des substituts de généreux. D'accord? Donc maintenant, le Zikron, il est beau dans le contexte, parce qu'il a la monture, parce qu'il a l'ambiance, parce qu'il a la boîte. Vous savez, une boîte, vous avez des boîtes qu'on vous donne quand vous achetez un diamant. Vous allez là-bas, dans le sentier, ça coûte 2 euros, 1 euro. C'est rien. Ça s'appelle la mise en valeur. Ben, dans tout, c'est pareil. Il dit quelqu'un, il réfléchit que là où il est une personne. Maintenant, débrouille-toi pour devenir un diamant et tu verras que là où tu seras, tu auras de la valeur. Mais si tu dis c'est trop compliqué, c'est trop fatigant, avoir de la valeur, prendre de la valeur, apprendre, avoir de la culture, travailler des midotes, affiner sa personnalité, affiner son comportement, développer sa connaissance, se rapprocher de Dieu, se sanctifier, c'est fatigant. Alors on va prendre un truc plus simple, genre image, cliché, posture, visage, genre il a le t-shirt de James Dean, tu vois, il est déchiré au même endroit. D'accord ? Donc cette idée-là, qu'en fin de compte, les béné Israël, si ils ont malheureusement été maltraités, c'est vrai qu'il y avait une xéra, il y avait un décret divin qui devait être esclave. Ok. Mais sur quelle génération ça allait tomber? Ça n'a pas été déterminé. C'est eux-mêmes qui se sont mis dans la situation. C'est pour ça que je vous ai expliqué 1 million de fois ce principe, que les chiens... Vous pouvez vous asseoir, ça ne me dérange pas. Non. Ah, pardon. Donc les chiens attaquent les gens qui ont peur. Vous savez ça? D'accord? Maintenant, pourquoi les chiens attaquent les gens qui ont peur? Parce que le chien, quand quelqu'un a peur, il émet une certaine sueur. Et cette sueur, elle est spécifique aux gens qui ont peur. Et quand le chien sent cette odeur, il attaque. Alors tu dis, oui, mais pourquoi le chien attaque les gens qui ont peur? Tu dis, ben, je viens de te dire, à cause de la sueur. Non, ça c'est la mécanique qui fait que, en sentant l'odeur, il attaque. Il dit, mais pourquoi le chien, il attaque la personne qui a peur? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est-à-dire qu'un chien, quand il voit un humain qui a peur, ça lui fait peur. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est exactement pareil. Les 3/4 des gens qui sont méchants, c'est des gens qui ont peur. Les 3/4 des gens qui tapent sur la table et qui font les grands patrons, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence pour s'affirmer. Ouais. Tous les gens qui ont besoin d'une carapace, c'est parce qu'ils sont faibles. J'ai toujours dit, mais le gars qui arrive avec les 14 mitraillettes, les tireurs laser, le gilet pare-balles, les trucs, le casque, les visions nocturnes, il ne faut pas avoir peur de lui. Mais le mec en slip de bain, qui va voir le videur et qui lui frappe le premier, il y a 2 solutions. Soit il est fou, soit il est champion de Krav Maga. C'est vrai.
La vérité, quand vous voyez à l'époque, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'étais un cinglé de Bruce Lee. Mais après, quand j'ai revu il n'y a pas longtemps une vidéo, mais il était maigrichon, le gars. C'est vrai, aujourd'hui, tu vois les super-héros, ils sont waouh, ils sont comme ça, ils pèsent 100 kilos de muscles. Le mec, c'était une crevette. Mais tu étais mort avant de savoir que tu l'avais rencontré, hein. C'est de la folie. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que la personne, en vérité, elle a peur, d'accord? Quand elle a peur, elle dégage une odeur, un parfum, qui fait que le gars qui veut lui faire mal, il sait qu'il a peur. Comme c'est bon, non? Par contre, dès que le gars qui se sent faible, il tape sur la table, il dit, écoutez, je suis ingénieur, je ne vais pas faire le ménage après le truc. Ouais. L'autre, il se remet dans sa position de patron, il dit, bon, ok, ça va, ouais. Parce que, par exemple, tu es ingénieur et tu es joli. C'est un défaut majeur. Donc, toi, tu rentres dans un boulot, tu es ingénieur. Donc, tu as des compétences. Et l'autre, il s'intéresse à d'autres compétences. Tu vois, d'ailleurs, qu'il veut vérifier la réalité en touchant. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, je pensais dans votre regard que... Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? En français, il a outrepassé. C'est-à-dire qu'il va bientôt outrepasser. Ouais. Maintenant, si tu ne remets pas en place, l'autre, il croit que c'est normal. Puisqu'il te paye quand même 4 000 euros par mois, dis-moi. Donc, il a droit peut-être à un petit... C'est toi qui... Tac! Si tu dis rien, tu dis, oh, c'est difficile le marché du travail, et puis quelque part, peut-être c'est mon zivoug, mais il est marié, il a 6 gosses. D'accord? Donc, tu vois, ta peur, elle l'a rendu fort. Et dans tout, c'est pareil. Moi, les gens, ils m'appellent Rabbi Chetrit, mon mari me frappe. Je dis, mais ça, c'est arrivé là hier? Non, ça fait 4 ans que ça dure. Je dis, mais la première fois, comment vous avez accepté? Comment vous avez accepté que l'autre, il lève le ton? Donc, il a trouvé ça normal. Maintenant, il met des coups de poing, avec des gens avec des hématomes. Il lui avait cassé le bras sur le bord de la baignoire. Quand même, il faut faire ça à la mère de tes enfants. Il faut vraiment être un guilgoul de chien. Peut-être même pas un guilgoul. Même pas une réincarnation, un vrai chien. Ouais. Maintenant, encore une fois, tu vas dire, alors quoi? Alors, c'est de sa faute, alors. Alors, c'est de la faute de l'autre. Encore, déjà, elle s'est fait frapper, en plus, c'est de sa faute. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu la mets en situation d'autonomie, parce que tu ne seras pas là pour la sauver. Tu ne seras pas là, le flic il n'est pas là, le rav il n'est pas là, le père il n'est pas là. Donc elle va se retrouver en face. Pourquoi l'autre il se permet? Parce qu'il y a un espace. Qui c'est qui l'a créé l'espace? C'est toi. Mais s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas. Il n'y a pas. L'autre il va dire, bon ça va Germaine, t'énerve pas. Je disais ça comme ça, bon c'est bon, j'ai vu que je t'insulte, tu dis rien, je claque les portes, tu dis rien, je te pousse, tu dis rien, bah, je te frappe. Je me suis dit que c'était la suite normale des choses. C'est toi qui as créé ça. Vous me suivez ou non? C'est pas l'autre, c'est toi. Je vous ai dit 1 million de fois déjà, je m'excuse de me répéter pour les redoublants, mais si tu veux réfléchir à la culpabilité du bourreau, tu es obligé de réfléchir à la complicité de la victime. Tu dis, ouais, mais c'est méchant de dire ça, parce que déjà, on est victime, et en plus, on est victime. Alors, je dis, je répète, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau en toi, qui est le relais du bourreau qui est devant toi. Mais s'il n'y a pas de bourreau en toi, parce que tu dis, je ne me laisse pas faire, parce que je suis une personne de valeur, parce que mon intérieur et mon extérieur, c'est les mêmes, parce que je suis en titane, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas que j'ai une carapace pour me protéger parce que je suis nul. Je suis bon, je suis bonne, je suis belle, je suis fort, je suis forte, je suis clair. Je suis clair dans ma relation à la vie, je suis clair dans ma relation au bon Dieu, je suis clair dans ma relation au travail, je suis clair. Comment il va faire l'autre pour rentrer? En makom, il n'y a pas d'espace. Ouais. Mais si je ne suis pas très sûr de mes compétences, et je ne suis pas très sûr de mes capacités, et je ne suis pas très sûr de ma volonté, et je ne suis pas très sûr de ma posture, et je ne suis pas très sûr de ma personnalité, il y a de la place. C'est toi qui l'as fait. Il y a de la place pour que ça rentre. Oui, alors ça rentre et ça fait mal. Après, tu pleures, tu te plains et tu rentres dans la victimisation. Donc, double erreur. Première erreur, tu es inconscient ou inconscient. Deuxième erreur, tu es victime. Or, la victime, elle perpétue le travail du bourreau. Moi, je vois les gens qui me disent, t'es grave, j'arrive pas, je suis hanté par ma souffrance. Je dis, ok, ça s'est passé quand? Hier, avant-hier? Je dis, non, il y a 6 ans. 6 ans? Ouais, il y a 6 ans, on m'a fait du mal, il y a 6 ans, on m'a provoqué, il y a 6 ans, on m'a fait honte. Je dis, ok, l'autre, il vous a fait mal pendant 20 minutes.
Tu prends une baffe. Ça fait mal pendant 2 minutes. Ça brûle pendant 20 minutes. Comment 2 ans après, t'as mal? Oui, ben, il y a aussi de la souffrance morale, il y a aussi la honte, il y a aussi la... Ah oui, mais l'autre, il est parti déjà, l'autre. Il est déjà parti. C'est toi qui as décidé d'augmenter l'espace de réalisation, la perpétuité de la chose. Parce qu'on t'a proposé d'être victime et t'as dit « Ok, ça m'intéresse. Moi qui cherchais un statut, moi qui cherchais une personnalité, moi qui cherchais une réalité, voilà, je suis devenu the victime. » Pourquoi? Alors, tu as eu la malchance de rencontrer un cinglé, et toute ta vie, tu vas être dans la souffrance, et tu vas chez des psys, et tu écris un bouquin, et tu... Non, non. Quand tu as très mal au ventre, parce que tu as mangé un truc pourri, tu vas aux toilettes. Tu as déjà vu des gars qui gardent le produit sous verre, sous vide, et qui le montrent, et qui l'exposent, et qui expliquent, et qui écrivent. Écoute, il t'a vraiment fait. T'as été, tu t'es débarrassé, on passait à autre chose. C'est pour ça que le bon Dieu a créé les toilettes. Pour se débarrasser de tous les anciens copains. D'accord? Ils t'ont fait souffrir. C'est comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, je sais. Vous allez me dire, bon, c'est un peu cru comme lecture. Mais moi, j'ai des gens qui ont vraiment souffert, vraiment des vraies souffrances. Je lui dis, quand vous allez aux toilettes, vous imaginez que vous faites ça sur sa tête. Exprès. C'est-à-dire que vous extériorisez votre souffrance. Vous la faites sortir. Mais si vous la gardez en vous, ouais, et c'est toute l'histoire de l'excrément, c'est d'évacuer les déchets. Mais quand tu gardes les déchets et que tu en fais une personnalité, et tu en fais une façon de voir les choses, et t'en fais un statut, chaque fois que tu vas, tu racontes ta douleur. Ouais, c'est parce que j'ai vécu. T'as pas un autre sujet? Non, mais c'est trop. Mon psy m'a bien expliqué, c'est à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, je ne réussis pas. C'est pour ça que je suis en échec, c'est pour ça que je trouve pas du travail. Écoute, chérie, tu avais 6 ans. On peut passer à autre chose. Non, il paraît que ça marque dans le conscient, ça marque dans l'inconscient, ça marque dans le subconscient. Ok, je te le donne. Je te donne la médaille, je te donne même la carte de déporté. Mais on peut passer à autre chose? Non, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Je te dis, les mecs après Auschwitz, ils ont créé une famille. Toi, tu as une déception sentimentale, tu as fait 9 ans de dépression. Alors que tu avais 14 ans. Ça veut dire que c'était à l'âge où tu regardais la petite maison dans la prairie. Tu dis, ouais, c'était l'homme de ma vie, c'était mon âme sœur, j'étais sûr que c'était lui. Enfin, tu n'étais même pas né, ton jean était plus vieux que toi. C'est comme ça. Vous savez, nous, les femmes, on sent ça. Mais quelles les femmes? Quelles 14 ans, ça veut dire, ouais. Calimero. Elles viennent découvrir que le monde existe. Ça y est, elle est déjà mariée, elle est déjà Sarah Menou, ça y est, elle est déjà maman, grand-maman, belle-maman. Wow! Tu reviens, tu dis, bon, ok, t'as tout sali, passe l'éponge. T'as fait tomber la confiture. Allez, vas-y, frotte. Ça a imprégné le tapis. Vas-y, prends de l'eau de javel. Vas-y, et fais-moi sortir cette khara. Non, toi, tu la gardes, tu l'exposes, tu en fais un tapis, après tu en fais une œuvre. Et tu t'assois devant et tu invites des gens pour participer à la commémoration de ta... Non, c'était juste que tu as fait tomber la confiture, c'est tout. Après, les enfants, ils ont marché dedans. Ok, c'est dégueu, ça colle. Quelque part, c'est du sucre. Et bien, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, moi, c'est mon expérience à moi. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie, donc je vous le donne comme je le traite. C'est que moi, je ne m'occupe pas du problème. Moi, je m'occupe du terrain de la personne au moment où elle a accueilli le problème. Parce que si elle était dans un terrain fort, la chose, elle a rebondi. Si la personne était dans un terrain faible, la chose, elle a pénétré. Maintenant, il y a des âges où tu es naturellement dans un terrain faible. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de 8 ans d'assumer un attouchement ou quoi. C'est normal, ok. Mais après, la question, elle est de savoir que maintenant, à 30 ans, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, tu prends du recul, tu le gères, tu en fais une histoire, une culture, un événement, un film que tu as vu. Et donc, tu le dématérialises, tu le démystifies, tu lui enlèves sa dimension émotionnelle ou non. Tu en fais un événement vivant comme si c'était passé ce matin.
C'est comme tu veux. Et si tu vas dire, j'ai pas le droit d'oublier, tu dis, ok, mais c'est au détriment, parce que maintenant ton mari, du coup, c'est devenu un monstre, parce que lui aussi, c'est un homme. Ton fils, c'est sûr que c'est un obsédé, parce qu'il tient de son mari, de son père, d'accord? Donc tu vas lui dire, attention à ce que tu fais avec tes yeux, d'accord? Les gens dans la rue, tu vas les trouver tous des fous. Les gens, pourquoi? Sur la base de quoi? Sur un truc à 30 ans. Donc c'est toi qui décides si ton passé, il vieillit bien ou il vieillit mal. La preuve, il y a même des gens qui se réconcilient avec leur passé, il y a même des gens qui cachérisent leur passé, il y a même des gens qui réécrivent leur passé. Oui, mais c'est une forme de tromperie. Tu vois bien que des gens, déjà qui ont un passé un peu zarbi, ou un peu léger, ou un peu naze, ou un peu... Ils le réécrivent. Ouais. Alors si déjà il peut faire rêver quelqu'un en réécrivant le passé, pourquoi il ne se fait pas rêver lui-même en réécrivant le passé? Maintenant, en réécrivant son passé, par exemple, qui était traumatisant, et qu'il le réécrit en positif, mais pas dans le but de le couvrir, parce que sinon il garde la saleté en dessous. Non, il a nettoyé, il réécrit, et il avance. Et il avance. Et si vous allez dire, c'est pas si simple, l'autre solution, c'est de traîner des boulets toute ta vie. C'est comme tu veux. Comme tu veux. Tu mets un boulet là, 80 kilos, un là, 40 kilos, un là, 30 kilos, un là, 22 kilos, un là, 18 kilos. Et après, tu dis, allez, je m'inscris au marathon de New York. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Oui, parce que le premier boulet, tu le prends là. Le deuxième, tu le prends là. Le troisième, tu le prends là. Le quatrième, tu le mets dans un sac à dos. Et tous les mecs à côté, il te dit, t'es obligé d'emmener ça avec toi. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie, c'est ça. Tu dis, viens, on passe à autre chose. Viens, on bouge, viens, on avance, viens. Et si tu renonces, t'as trahi qui? T'as trahi qui? Et si tu t'accroches, t'as trahi qui? Encore ce matin, une personne qui a eu un truc très lourd, j'avais pas la force, la vérité. Elle m'a envoyé un texto, genre il faut que je l'appelle, il faut que je lui parle. J'avais pas la force. Des fois, j'ai pas la force. Ça s'appelle une disponibilité mentale. Moi, je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, ce que l'on peut expliquer, c'est une mitzvah de réfléchir. Ce que l'on ne peut pas expliquer, c'est une mitzvah de l'accepter. Ça va? Tu dis, et la rébellion, elle est où? Il y a là-bas. J'ai dit, ouais, c'est dur. Alors va, tu craches, tu l'insultes, tu le maudis, tu brûles sa photo, tu fais pipi dessus, je sais pas, mais on passe à autre chose après. Ça va? Ou tu dis non. Jamais, j'oublierai, jamais. C'est dommage. Parce que la vie, elle est belle et c'est à 83 ans, tu vas dire, j'ai tout gaspillé pour une bêtise de jeunesse. 83 ans, allez, bienvenue au club des grabataires. D'accord. Donc, il faudrait que je commence le cours, là. Je sais pas, vous m'avez entraîné dans un truc, là. Il va y avoir des gens concernés, c'est pas possible. Alors, donc il dit la Gemara dans Sanhedrin, d'Aflamezaïm. Ketzad meyaimim alaïdim. Comment est-ce qu'on fait peur aux témoins? Parce qu'il y a une loi que quand c'est une Mishnah d'ailleurs dans Sanhedrin, quand les témoins arrivent pour témoigner, il y a deux genres de témoins. Des témoins nefashot, qui vont témoigner sur un meurtre, c'est-à-dire quelque chose qui peut entraîner la mort du condamné, et des gens qui vont témoigner sur des choses d'argent. Ok. Maintenant, avant de les témoigner, on leur fait peur aux témoins. Pourquoi? Parce que un témoignage, c'est conséquent, ça a des conséquences. Un témoignage, c'est important. Un témoignage, ça va fixer la réalité. Les témoins, les juges n'étaient pas là-bas. Donc, ils vont se fier sur ce que va dire le témoin. Donc, le témoin, il va dire, il y a eu meurtre, il y a eu adultère, il y a eu viol, il y a eu vol. Le témoin, il va raconter. Alors, s'il ment, s'il triche, s'il embrouille, s'il a un compte à régler, s'il veut utiliser le beddin pour régler ses problèmes personnels, s'il veut faire sa justice lui-même, il y a 1 million de scénarios possibles. Alors, pour éviter tous les margoulins, les embrouillés, les névrosés, les utilisateurs de systèmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la peur. On fait peur aux témoins. D'accord? Donc, la Gemara demande, qu'est-ce que ça de meyaimim à la edim? Comment est-ce c'est-à-dire on prévient les témoins, comment on leur fait peur? Il dit, allez, des nefashot, quand il s'agit de témoignages qui peuvent entraîner la mort. On lui dit, les fichach nivra adam yahidi. C'est pour ça que l'homme a été créé seul. Parce que toi, tu vas parler sur cette personne. D'accord? Toi, tu vas parler sur cette personne que genre,
elle a tué. Toi, tu vas dire que cette personne, elle a transgressé Shabbat. Cette personne, elle a trompé son mari. Mais fais attention à ce que tu dis, là. Moi, j'ai connu un gars, il a été accusé par une élève à lui d'attouchement. Et au bout de 8 ans, elle a reconnu c'était du mytho. Les procès, la prison préventive, le traumatisme. Sa femme, elle a divorcé. Ses bons-parents, ils l'ont jeté. Ses enfants, ils l'ont pourri. Sur la base de rien. Une petite folle, une cinglée comme ça, que les gens vont me faire remarquer. Je vais devenir la star de Leicester pendant 8 ans. Et 8 ans après, a fait qu'une thérapie. Elle a dit, bon, vous croyez que je dois dire la vérité maintenant, ça vaut encore la peine. Et il n'y avait rien eu. Tout inventé. Mais comme tu donnes la parole aux enfants. Donc, quand quelqu'un veut témoigner, on est obligé de le remuer un peu, de lui dire, oh, attention, ce que tu vas dire, ça porte à conséquence. Il dit, qu'est-ce qu'on lui dit? Puisque le plaignant, il est seul aujourd'hui, il est seul devant le jugement, il est seul devant la condamnation, il est seul devant les conséquences. On dit, les fichach nivra Adam Yechidi. Pourquoi Hachem, il a créé un seul homme au départ? Il aurait pu créer directement 20 ou 30 millions d'hommes sur la terre. En même temps, comme il a créé 30 millions d'antilopes en même temps, ou 40 millions de brins d'herbe, il aurait pu faire 30 millions d'hommes. Pourquoi il a fait un? Il dit, les fichach nivra Adam Yechidi, c'est pour ça que l'homme a été créé seul. Les lamdecha, pour t'enseigner, chez Kol Ame Abed Nefesh Achat mi Israël. Tout celui qui va détruire une personne d'Israël, Ma'ale Akatouf Keilu Ibed Olam Ale, c'est comme s'il a détruit un monde entier. C'est très marrant parce que cette phrase, elle est beaucoup reprise en ce moment par une autre religion, pour ceux qui sont au Coran. Ouais. Et le Talmud, il est venu à peu près 1200 ans avant que cette religion existe. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui ont un peu un sens de la chronologie, et qui comprennent que la fin du film n'est pas le début. Il y en a même qui croient que la pub, ça fait partie du film. Bon. Alors, il dit, Ma'alea Katouf Keilu Ived Olam Ale, c'est comme s'il a détruit un monde entier. Les fichar Kol Echad Ve'echad Chayav Lomar Bishvili Nivra Olam, c'est pour ça que chacun doit dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Maintenant, les deux propositions, elles ont l'air différentes. Elles n'ont pas l'air d'être liées. Pourquoi? Parce que quelqu'un, maintenant, il va faire un faux témoignage. On lui dit, tu sais, l'homme a été créé seul. D'accord? L'homme a été créé seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, c'est un monde. Or, qu'est-ce que c'est un monde? Un monde, on a expliqué déjà plusieurs fois que le mot olam, il veut dire le monde. Mais le mot olam, il veut dire aussi un monde. C'est-à-dire, quand tu imagines un monde, tu sais, on a été sur Jupiter, on a découvert un monde. Donc, toi, un monde, pour toi, c'est des millions de bâtiments et c'est des milliards de personnes, c'est un monde. Eh bien, un homme, c'est un monde. Parce que quand tu vas réfléchir à tous les descendants jusqu'au Mashiach du gars, c'est un monde. À part ça, au niveau du côté unique, pourquoi on dit c'est un olam? Olam, pourquoi c'est un olam? C'est ne'elam. C'est-à-dire que toi, tu parles de la partie voyante de l'iceberg. Parce que tu vois quelqu'un, d'accord, 1m80, 80 kg, ça c'est la partie voyante. Mais le ne'elam, le côté caché de la personne, il est beaucoup plus grand que le côté voyant. D'accord? Donc quand toi tu vas détruire la personne, soi-disant physiquement, tu vas aussi détruire son côté invisible, qui est énorme. D'accord? Quand tu vois le Harizal, imagine que tu étais à l'époque du Harizal, et tu marches dans la rue, tu croises quelqu'un, tu dis, tu sais qui ça? Ah ben, ouais, tu sais, c'est le Harizal. Tu sais ce que c'est le Harizal? Waouh, il a expliqué la Kabbalah. Waouh, il y a 32 bouquins qui ne sont même pas écrits par lui, tellement il parlait vite. C'est un élève à lui qui a juste écrit ce qu'il a pu percevoir. Pourtant, il a vécu combien? 33, 34 ans. Regarde tout ce qu'il a fait en 34 ans. Donc le gars, le Rav au niveau invisible, il est énorme. Ouais, au niveau visible, c'est un monsieur, tu l'as croisé. Ouais. Donc Olam, c'est Ne'elam. Olam, c'est caché. D'accord? Donc tu vas détruire aussi ça. Tu vas détruire toutes les générations à venir de cette personne-là. Tu vas détruire tout ce qu'elle apporte parce qu'elle est nécessaire si le bon Dieu l'a mis. À part ça, c'est que Dieu a créé l'homme seul aussi, c'est pour dire que chacun, il est unique. Adam Arishon, il est unique. D'accord? Chacun d'entre nous, il est unique. Unique, c'est quoi? C'est un. Maintenant, évidemment, vous avez compris que le côté unique, il est à l'intérieur de moi, et moi que je dois dévoiler mon côté unique. D'accord? C'est ce que j'ai de propre à moi. Maintenant, on a plein de points communs. On a un corps, on a des oreilles, on a un nez, on a des cheveux. Ok? On a plein de choses en commun. Mais à part ça, on a une personnalité unique. On a une combinaison d'éléments, c'est-à-dire sensibilité, imagination, intellect qui est unique. On a une neshama qui est unique. Maintenant, nous, on doit apporter ce côté unique à l'extérieur. D'accord?
Et c'est ça, quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire que tu dois être quelqu'un. Et un, c'est unique. D'accord. Maintenant, le contraire de quelqu'un, c'est quelconque. On te dit, ah, c'est quelqu'un de tout à fait quelconque. J'ai jamais compris, ça veut dire quelconque. Ah, quelconque, j'ai compris quelconque. D'accord? Donc, quand quelqu'un va être quelqu'un, ça veut dire qu'il va développer son côté unique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce côté unique, il doit être développé jusqu'à être bien. Et bien, en hébreu, c'est quoi? C'est tov. Et tov, c'est quoi pour les élèves de Ben Chetrit, les redoublants? Complet. Donc, tov, ça veut dire complet. Donc, en fait, quand on dit qu'il est juste quelqu'un de bien, vous pouvez même le fredonner si vous voulez, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est complète. Maintenant, complète par rapport à son côté unique. Donc, déjà, tu dois développer ton côté unique, mais tu dois l'amener à sa plénitude. Quand tu as réussi à être quelqu'un de bien, ça s'appelle Adam Tov, tu as fait ton travail. Ça va? Donc maintenant, on dit au témoin, attention, tu vas détruire quelqu'un de bien, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui est en phase de finalisation. Et si tu vas dire, oui, c'est un tordu, c'est un... Attends. Le bon Dieu, il l'a supporté sur la terre. Toi, tu veux l'enlever de la terre. Maintenant, aussi le fait que nous avons une lecture du bien et du mal qui est très très petite, qui est très restreinte par rapport à nos intérêts, d'accord? Mais puisqu'on a expliqué 1 million de fois que Tov, ça veut dire complet, donc Tov, ça veut dire complémentaire aussi. Maintenant, le complémentaire ne fait pas toujours plaisir. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Quand le gars il s'est cassé le pied et qu'il fait de la rééducation, il faut qu'on lui remette le pied droit. Ça ne fait pas plaisir, la kiné de réparatoire. Mais c'est pour que tu aies le pied droit. C'est pareil. Toi, tu es un peu flemmard, on te dit fais des exercices de volonté. Ça ne fait pas plaisir quand on est flemmard, parce que c'est à contre-courant. Mais ça s'appelle de la kiné réparatoire. Ouais, si toi, tu es très, très cartésien, on te dit tu es insensible, on dit va faire de la poésie, va faire de la sensibilité, va faire du chesed, va t'inscrire dans une association pour aller aider des malades. Pourquoi? Parce que tu veux compléter ta silhouette psychologique qui est développée au niveau cartésien, mais atrophiée au niveau sensibilité. Donc, tu as une espèce de Stremont, une espèce de HP. HP. Homme de pierre. D'accord? PC. Petit. Je ne l'ai pas dit. Bon, c'est mieux que d'être un Mac. C'est pas grave. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit travailler pour devenir complète. Donc, quand toi, tu as détruit quelqu'un, tu as détruit un potentiel de complet. Quand tu empêches quelqu'un de se développer, tu empêches aussi un potentiel complet d'arriver dans le monde. Et c'est aussi ta responsabilité parce que, puisqu'Hachem, on a dit, crée les couples. D'accord? Donc, les gens que tu as en face de toi, ils sont là aussi pour se développer, pour s'épanouir. Après, de savoir jusqu'à quel point la place que tu prends, elle leur enlève l'espace d'être. Même quand c'est avec une bonne intention. Genre de les améliorer. Ouais. Rappelez-vous que les bonnes intentions, on s'en sert pour paver les rues de l'enfer. Parce que l'enfer est pavé de... Ouh là là, ce soir. Maintenant, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui va témoigner. D'accord? Or, c'est quoi le témoignage? C'est ce qui va fixer la réalité. Donc, on a compris dans le tribunal, le témoin, il va dire, il y a eu meurtre. Le témoin, il va dire, il y a eu vol. Ok. Mais dans la vie, quand toi, tu témoignes, de la même manière que le témoin fixe la réalité, de la même manière quand toi, tu parles, tu fixes la réalité. Je te demande des renseignements sur ce garçon. Ouais, tu me dis, ouais, pour un chidour pour sa sœur. Alors, je te dis, ouais, tu sais, la vérité, il avait une réputation, c'est qu'il volait au gagne. Au gagne, il volait des goûters. Tu dis, bon, écoute, c'est un bon renseignement, mais vu que maintenant, il a 37 ans, je pense qu'on ne va pas le laisser dans cette réputation de voleur au gagne. Tu dis, oui, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, au niveau psychologique, c'est un truc très profond. Le mec qui a besoin de s'approprier les biens des autres. Donc, ça va être un grand manipulateur, un pervers narcissique, un serial killer. Il a juste volé au gagne. Ouais, pourquoi je prendrais le risque? Et puis, on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi? Et c'est ça, la shonara.
C'est aussi pour ça que c'est assourd la shonara. Parce que tu prends du passé et tu le ramènes au présent. D'accord? Et maintenant que tu l'as mis dans le présent, il va travailler dans la tête de la personne. Du coup, il va devenir l'avenir. Donc tu lui as pourri son présent et son futur à cause de son passé. Et toi, tu dis, non mais j'ai dit la vérité. Hein. J'ai pas menti. Hein. De toute façon, c'est vrai. Hein. Tu peux demander à tout le monde. Tout le monde sait qu'il a volé au GAN. Ok, maintenant il a 37 ans, il est ingénieur. On peut passer à autre chose ou... Non. Tu vois ce que tu as fait là? Alors j'avais répondu à ça en disant que les gens qui sont figés dans le passé parce qu'eux-mêmes n'ont pas évolué, ils voudraient figer tout le monde. Parce qu'ils sont dérangés par les gens qui évoluent. Donc ils voudraient que tout le monde soit nul. Mais tu ne dois pas être dérangé par l'intelligence de l'autre. Tu ne dois pas être dérangé par le bonheur de l'autre. Tu ne dois pas être dérangé par la réussite de l'autre. Tu ne dois pas être dérangé. Au contraire, tu dois être content. Il y a des gens, ils sont aigris. Chaque fois qu'ils parlent, il y a un goût de rama dedans. C'est acide, ça pique, puis il y a une odeur de pourri. Oh, mais t'as roté? Non, j'ai parlé. Oh, bah dis donc. Oh. Mais qu'est-ce que t'as parlé? J'aurais préféré que tu rotes. Ouais. L'idée, c'est ça. C'est qu'il faut savoir qu'à chaque seconde, nous sommes des témoignants. Vous me suivez ou non? On est des témoignants. Donc, quand quelqu'un dit « ça a été ta journée ?» et tu dis « c'était très dur », tu as témoigné que ta vie, c'est la mort. Quand on te dit « qu'est-ce qu'on fait avec ce problème ?» et tu dis « il n'y a pas de solution », tu as témoigné que c'est foutu. Quand on te dit « comment on fait avec cet enfant ?» et tu dis que c'est trop dur, tu as témoigné que c'est mort. C'est toi qui as témoigné. Maintenant, le témoin, il parle au juge. Le juge, il va décider quelle va être la sanction ou la solution en fonction du témoin. Mais toi, attention à toi, parce que c'est pas tellement que tu es témoin du jugement de l'autre, tu es aussi témoin de ton propre jugement. Donc quand toi, tu t'envoies à toi une information comme quoi c'est foutu, c'est normal que le juge qui est en toi, il te dit, écoute, il vaut mieux le condamner à perpétuité. Vous me suivez ou non? Puisque le témoin, il fixe la réalité. Donc, comme au gars qui va faire un faux témoignage, on a peur qu'il fasse un faux... On lui fait peur, on dit attention, tu vas détruire un monde, tu vas détruire un futur, tu vas détruire une famille, tu vas détruire un couple avec ton témoignage, de faux témoignages de meurtre, pour lui faire peur. Ouais. Et bien, quelque part, si je peux me permettre, hein, ça n'engage que moi, ou pire, j'ai raison, tu pourrais faire la même chose avec toi-même. Quand tu t'entends parler, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'écouter parler, et de dire, mais j'ai un langage méchant, j'ai un langage négatif. J'ai un langage destructeur, j'ai un langage qui est pas engageant, j'ai un langage qui est... Mais c'est toi qui l'entends. Parce que la personne qui s'écoute le plus, rappelle-toi, c'est censé être toi. Mais les gens, ils ne prennent pas le recul de s'écouter. Moi, des fois, les gens ils me posent une question. Je leur dis, mais ta question, et la réponse, elle est induite par ta question. Alors, c'est quoi ta question? Elle dit, oui, mais je voudrais avoir votre point de vue. Mais je ne peux pas avoir. Tu veux mon point de vue, mais mon point de vue n'est pas le même que ton point de vue. Puisque toi, tu es en face de moi. Donc, toi, tu vois ce qui est là-bas, moi, je vois ce qui est là-bas. Comment veux-tu que je réponde à ta question? Alors, il me dit, oui, mais vous pouvez vous mettre à ma place. Je dis, ne bouge pas, j'arrive. Je me mets comme ça et je regarde. Il me dit, alors? Je dis, je la vois pas méchante. Ah bah, vous la connaissez pas. Bah, tu m'as dit de me mettre dans ton angle de vue. Je la vois pas foutue, la situation. Pourquoi tu la vois foutue, toi? Ça s'appelle le contexte. Et le contexte, c'est déterminant, surtout quand on enlève le texte. Donc, comme toi, tu vas être le témoin toi-même de ta réalité. Donc, si tu as dit que la réalité est pourrie, le juge qui est en toi, il va dire « réalité pourrie, pas !» Tu vas dire « pas de solution ». Le juge, il entend « pas de solution, pas !» Après, tu dis « ouais, mais j'ai fait que rapporter la réalité ». Mais la réalité, elle est parvée, la réalité. Elle est ni halavi, ni basari. Ouais. C'est toi qui décides.
Est-ce que cette épreuve, c'est un ravin ou cette épreuve, c'est une opportunité? Rappelez-vous qu'avec un tremplin, on peut sauter 2 mètres de plus en hauteur, mais on peut aussi se casser les 2 chevilles. Tu sais qui c'est qui se casse les chevilles en sautant avec un tremplin? Celui qui n'a pas fait d'assouplissement, qui n'a pas échauffé les tendons, et celui qui prend mal le tremplin. Il prend tordu, tac. Tu sais pourquoi il a pris mal? Parce qu'il a peur. Raudon Colo, cousin de Marco Polo. Donc le contexte de peur que tu as au moment où tu rentres dans l'épreuve, et l'épreuve c'est un tremplin, si tu es dans la peur, si tu es dans la névrose, si tu es dans le manque de confiance en toi, si tu es dans le manque de valeur personnelle, tu vas te casser les 2 pieds, les 2 chevilles sur le tremplin. Après tu dis, ah, alors t'as vu, je voulais pas sauter, je voulais pas le passer cet examen, voilà, je voulais pas me présenter à cette place, je savais que ça marcherait pas, je savais, tu vois, je le savais. Mais mon amour, tu peux pas allaiter jusqu'à 42 ans. Au moment où tu te sépares de ta mère, arrête. Maurice, t'as 42 ans, ça suffit. Ouais. Tu mets un costume et tu vas au travail. Et tu vas, oui, allez, bouge-toi, allez, bouge ton derrière, va te confronter, va parler, va te battre. Moi, il y a des gens, je les ai obligés à aller demander des cravates dans des pharmacies. Il m'a dit, mais je vais passer pour ce... Tu vas passer pour ce que t'es, baba. Le mec qui rentre dans une pharmacie, essayez de le faire un jour comme ça, dans une ville où on ne vous connaît pas. Vous rentrez dans la pharmacie, faites la queue, hein. Je vous dis, bonjour, je voudrais une cravate, s'il vous plaît. Donc le gars, il va te regarder comme ça, vous savez, il y a d'autres moyens d'en finir. Donc il va te prendre pour un cinglé, mais toi, tu as réussi à casser la barrière de la gêne. Donc si tu peux demander une cravate à un pharmacien, tu peux demander une augmentation à ton patron. Tu peux dire ce que tu penses à quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu n'aimes pas. Comme tu veux ou non? Parce que l'autre, il n'a pas besoin d'être une terreur, puisque toi-même, tu t'enfermes dans ta peur. Et tout le monde le sait, la terreur est humaine. Donc quand toi, tu casses les barrières, d'accord, de la peur, tu casses les barrières de la honte. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut être cinglé. J'ai dit c'est un exercice, d'accord? C'est un exercice pour, d'accord? Mais en vérité, un exercice pour. Pourquoi? Pour réussir qu'au moment où l'opportunité va se présenter, eh ben, tu vas être à ta place. Mais si toi, avant ça, tu dis, je suis pas capable, je suis nul, qui a dit, il y a d'autres qui le feront, c'est pas à moi de le faire, et puis ça me saoule, papa, viens, s'il te plaît, j'y arrive pas. C'est comme tu veux. C'est comme si vous rentrez dans une pièce, tout le monde est en train de bouger, tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de travailler, et puis par terre, il y a une espèce de, un truc bizarre, une espèce d'enveloppe en silicone. Voilà. Puis vous l'étalez un peu, et vous voyez qu'elle a la forme d'un corps. Et vous dites, c'est quoi ce truc-là? Vous attrapez un gars, vous dites, c'est quoi ça? Il dit, bah, c'est un gars qui va arriver et qui va rentrer dedans. Ah bon? Mais pourquoi faire? Ben, pour être l'homme de la situation. Vous me suivez ou là? Chaque situation, quand tu arrives, il manquait un gars, il manquait toi. Donc toi, tu rentres dans la maison, tu es le père. On joue ton rôle de père. Tu dis, ah, ça me saoule, ça me prend la tête. Hein. Alors on reste dehors. Écoute la radio, que ça fait maintenant. On a laissé un espace pour toi. Là, on t'a demandé d'être la maman. Là, on t'a demandé d'être la femme. Là, on t'a demandé d'être le patron. Là, on t'a demandé d'être le juif. Vas-y, va faire le juif. T'es juif, non? Va faire le juif. Ah, il faut Minyan. Vas-y, Bechavod. Ah, il faut une zdaka. Vas-y. Va faire le juif. Ah, tu dis, non, 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 non. Moi, vous savez, moi, je me mélange. Je suis un citoyen du monde. Je suis comme tout le monde. Je suis une particule élémentaire dans l'univers. Je vous dis tout de suite que les gens qui refusent leur identité, on leur impose. Donc ça sert à rien de faire genre, je m'appelle Mathieu Bokobza. Est-ce qu'il va te le dire l'autre? T'es pas Youpin par hasard? Avec un nez pareil? Donc tu assumes ton identité, tu assumes ta personnalité, tu assumes ta naissance.
Ok, il y a des gens, ils ont fait 14 ans d'orthophonie pour enlever leur accent marocain. Ça ne sert à rien. C'est ce que tu es. Ouais. Ça s'appelle le respect de soi. T'as des parents, c'est tes parents. Aussi la honte. Une fois quelqu'un il va dire moi j'ai honte, moi je suis un hassid, mon père il est tunisien, alors lui il a appris le yiddish, il a la tête rasée, il a le truc de Yerushalayim avec le Strumel, et le père il arrive, alors, où est la Kaïla, il n'y a pas de Kaïla, alors c'est quoi ce Shabbat? Papa, discret, papa, on n'est pas à la goulette là, papa, tu nous l'as fait discret, là, il y a que des Ashkenazim, là, j'ai l'air de quoi? Je leur ai dit que je m'appelais Wojner. Mec, tu t'appelles Boujna. Une histoire vraie, hein. Le mec, il s'appelait Boujna, il s'est fait appeler Wojner. Tu sais, quand on fait l'alliance, on a changé de nom. Parce que t'as honte d'être séfarade. Écoute-moi bien, avec tout ce que le yiddish que tu vas apprendre, et tu vas te raser la tête, et tu vas prendre des postures, et des habits, tu vas rester un arabe à leurs yeux. Tu montes et tu descends. C'est comme ça. C'est pas grave. Chacun a sa place. Pourquoi moi je demande d'où il vient sa couleur blonde? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, elle a une spécificité. Mais il faut qu'elle soit bien dans sa peau. T'as déjà vu un léopard qui fait une dépression parce qu'il n'est pas un tigre? T'as déjà vu un écureuil qui fait la gueule parce qu'il n'est pas un ours brun? Il est en psy, il est chez son psy. Ouais, moi je voulais être un ours brun, je suis un écureuil, j'ai l'air de quoi? On m'appelle Jean la Terreur, mais attends, je pèse 128 grammes. L'autre il pèse 250 kilos, fait 4 mètres de haut. C'est le grizzly là. Un coup de patte, 32 kilos de viande il enlève. Moi j'arrive même pas à casser une noisette. Ils ont été obligés d'écrire une symphonie sur moi. Ça va? Il y a même des panneaux dans la rue. Ça s'appelle Chez l'écureuil. Ouais. Donc c'est quoi? L'idée c'est ça. C'est que c'est beau quand même. Hein. Ça va? Mais au contraire, c'est naturel. Comme ça, vous savez que vous êtes un spectacle. D'accord? Donc, non mais j'en profite parce qu'on est peu nombreux. Plus tous les absents. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, comme ça il dit Rashi, Kelomar, Chashuv Ani Keolam Malé. Quand on a dit à cet homme-là, fais attention, parce que l'homme, il a été créé seul pour dire que chaque homme, il a la valeur d'un monde. Rashi dit, Chashuv Ani Keolam Malé, même moi. C'est-à-dire, comme j'ai compris que l'autre, il est un monde entier, Bishvili Nivra Olam, moi aussi, je dois dire, pour moi, le monde a été créé. Lo atrid. Alors ça veut dire quoi? Tu dis, c'est de l'orgueil. Tu dis, c'est pour moi que le monde a été créé. Bishvili Nivra Olam. Non, c'est pas au niveau de l'orgueil. C'est au niveau de la responsabilité. Comme elle dit la Gemara dans Kiddushin, qu'à chaque minute, un homme, il doit sentir que le monde, il est à 50% de misvot et 50% d'averot, et que ça avéra à lui, Chazvé Shalom, elle va faire basculer le monde dans la destruction. Ou sa mitzvah à lui, elle va faire basculer le monde dans la Géoula. D'accord? Alors tu vas dire, attends, mais je suis qui? Moi, je suis un petit juif, Baal Teshuvah, traditionnaliste, c'est-à-dire je mets les Rabinoutam, mais je vais à la plage à Natania. C'est une espèce d'incohérent cohérent. Ouais. Et comment le monde, il dépend de moi? Oui, en vérité, oui. C'est que chacun, c'est marqué dans la Gemara, ce qui est marqué, c'est Emet. D'accord? Ah, maintenant, tu ne le comprends pas, va te casser la tête, va étudier la Torah. Que chacun, il doit sentir qu'au fond, nous, on croit, et ça, c'est une espèce d'illusion d'optique, de croire que parce qu'on est l'un en face de l'autre, ça veut dire qu'on est ensemble. Vous me suivez ou non? C'est comme si vous êtes assis à côté de Baba Salé. Vous dites, oh, vous savez, j'étais à table avec Baba Salé, Mais Baba Salé, il voit les anges, il voit les Neshamot. Ouais, il parle avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ferme les yeux, il parle avec le Rabbi de Lubavitch dans sa tête, et le Rabbi il lui répond. Après, le mec, il appelle Rabbi, il dit, le Rabbi, il a dit ça, oui, je sais, Baba Salim l'a dit. Bon. C'est comme ça qu'il vivait comme ça. Et toi, t'es quoi, toi, à côté de lui? Genre, t'es à côté de lui. Mais lui, il est au lavaba déjà, lui. Lui, il est avec les Neshamot. Et toi, t'as un plat, et il y a un steak, et en dessous, il y a un dessin sur l'assiette. Mais t'arrives pas à le voir. Je peux pas le voir, Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme dessin sur ton assiette? Il dit, je sais pas, il y a un steak. Alors, le dessin qui est en dessous du steak, tu le vois pas.
Et lui, il voit des anges qui sont invisibles. Il voit des âmes qui sont mortes il y a des années. Il voit des discussions entre Rabbi Meir Balanès et Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il entend ça, lui, il entend le Beth Midrash à l'époque à Poum Bedita, à Babel, il y a 2000 ans, il les entend, ils sont en train de se bagarrer, il entend, il dit, ah, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Il entend ça, il voit ça, il comprend ça, il ressent ça. Alors tu crois que tu étais à côté de lui? Vous avez vu ou non? Même quand il est niftar, le Rav Etzraïm, il a dit pour le Rav Elchanan Wasserman, il a dit, dans ce monde-ci, vous avez côtoyé le Rav Etzraïm. Mais après la mort, vous croyez qu'on est tous ensemble? Il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'ici, il y a une illusion d'optique extraordinaire de croire que parce qu'on est l'un en face de l'autre, de croire qu'on est ensemble. Ça va? Ici, vous allez dire, bon, c'est un peu dur, mais oubliez le Rav Etzraïm, les Baba Salé. Il y a des gens mariés, ça fait des années qu'ils sont l'un à côté de l'autre et ils ne sont pas ensemble. Ça, c'est un grand principe. C'est de Ben Chetrit aussi, je m'excuse, je le cite souvent, mais on est très proches. Il a dit, et pourtant il était jeune, hein, il a dit, c'est pas la distance qui fait la distance. C'est vrai. Il y a des gens, tu les as pas vus depuis 15 ans. Ouais, toi, tu es parti en droit, l'autre, il est parti en médecine. Toi, tu as fait tes études à Vichy, l'autre, elle a fait ses études à Herzliya. Et tu la croises à Francfort, à l'aéroport, changement d'avion. Et tu te parles, oh, comment ça va et tout ça. Oh, tu sais, oh, fais quoi ton rouge à ongles, c'est quoi? Comme si tu l'as quitté la veille. C'est-à-dire que, malgré la distance, on est resté proche. Et le contraire, il y a des gens, malgré la proximité, on est resté loin. Tu te dis, tiens, en fait, je voudrais te parler. Tu parles à qui, là? Non, mais j'ai un truc qui me tient à cœur. S'il te plaît. Garde tes distances. Tu te demandes comment ils sont nés, les gosses? Par Wi-Fi ou... Donc, tu vois, écoute cette phrase. J'ai arrêté de dire des bêtises quand j'avais 8 ans. C'est pas la distance qui fait la distance. Et même avec soi-même, c'est pas la distance qui fait la distance. Il y a des gens qui sont très, 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 très loin de eux-mêmes. La preuve, ils sont tellement éloignés d'eux qu'ils n'arrivent même pas à revenir vers eux. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, je n'en reviens pas. Mais reviens, tu fais pleurer ta mère. Non, il ne va pas revenir. Il reste loin de lui, loin. Donc il ne se comprend pas, il ne se connaît pas, il est choqué par ses propres comportements, il est étonné des mots qui sortent de sa bouche, il n'arrive même pas à comprendre comment il a pu avoir un raisonnement pareil. Tu crois pas, t'es éloigné de toi. Les gens, ils ne se connaissent pas. J'ai des gens, une dépression, et ils font une thérapie, puis d'un seul coup, ils se mettent à parler, ils s'écoutent parler, ils disent « Oh là là, mais j'ai pas pensé que j'avais retenu ça, j'ai pas pensé que j'ai vécu... Je me rappelais même plus que j'avais vécu ça !» Tu dis, mais combien on peut être étranger de soi-même? Attends, c'est une question. Hein. Parce que, ok, tu dis, bon, c'est pas évident, puis des fois, c'est plus facile à porter, c'est plus facile à vivre. Et moi, je pose la question. Hein. Vous me prenez pas mal, je vous aime tous, vous êtes des gens bien, ok. Mais quelqu'un qui n'est pas lui-même, il doit quand même se poser la question, est-ce qu'il a existé? Puisqu'il n'a pas vécu sa vie. Vous suivez ou non? C'est comme si vous voyez un film, mais le mec, on lui a mis un truc en silicone, là, un autre visage. Et vous suivez tout le film, et pendant 1h30, et vous dites quand même, c'est quand même marrant, parce que tous ces événements-là, j'ai vécu les mêmes. Bon, évidemment, c'est pas moi, parce que c'est pas la même tête. Et puis à la fin du film, le mec, il enlève le plastoc, là, vous savez comment ils font? Et tu vois que c'est ta tête à toi, tu dis quoi? Voilà. Voilà. Vous avez compris ou non? Vous n'avez pas compris? Non, je ne parle pas de l'exemple, je n'ai pas compris que vous avez compris l'exemple. C'est que quelqu'un, des fois, il peut être spectateur de sa propre vie, sans jamais se demander quand est-ce qu'il va devenir acteur. Il faut que tu rentres dans le personnage. Il faut que tu rentres dans ton rôle. Ton mari, il est là, va dans ton rôle. Tu dis, ah, c'est pas évident, c'est difficile. Tu as ton fils, rentre dans ton rôle de père. T'es employé, rentre dans ton rôle d'employé. T'es juif, rentre dans ton rôle de juif. Mais rentre dedans.
Pour l'instant, je vais rester à l'intérieur. C'est beaucoup moins contraignant, c'est plus... Puis il y a d'autres qui vont aller, tiens, vas-y, toi, vas-y. Maman, vas-y, papa, vas-y. Toi, mon frère, toi, tu as de la personnalité, vas-y. Moi, je suis bien. Quelqu'un peut me refaire un biberon? C'est pour ça que le premier livre de Menchetrit, il s'appelle La vie, une invitation à être. Parce que je ne sais pas si tu as compris, mais la carte d'invitation, tu l'as reçue il y a longtemps. Il faudrait y aller au mariage, puisque c'est toi qui es invité. Il faut y aller. Ouais. En fait, c'est le plan, c'est l'itinéraire pour arriver à être, le bouquin. Ouais. Mais les gens, ils l'achètent, ils ne le lisent pas. Je n'ai pas compris. Il y a plein qui me disent « Non, mais Rav, je l'ai acheté. » Mais ce n'est pas une mezouza. Ah bon. Donc, quand c'est marqué ici, aussi de la manière à propos de Yosef, quand la femme de Poutifar lui a proposé de fauter, tout le monde connaît, vous avez vu le film, vous avez lu le livre, qu'est-ce qu'il a marqué? C'est marqué dans la Torah, Vaïmaen, Vaïomer, El Eshet Adonav, ouais. Il a refusé, et il a dit à la femme de son maître, il n'a pas tout un argument, mais comment je vais faire? Ton mari, il m'a confié toute la maison, et moi, je vais le tromper, je vais prendre sa femme. Le Midrash Rabbah, sur ça, il donne un texte incroyable. Il dit comme ça. À Marla, ça c'est le discours que Yosef, il a eu envers la femme de Poutifar qui voulait l'inciter à fauter. Lamoud ou Akadosh Baruch Hu liyot bocher me'aouvé bet avi lerola. Hachem, il est habitué à prendre dans la maison de mes pères des gens pour être un rola, pour être un sacrifice rola. Parce que lui il s'appelle Yosef. Son père, c'est qui? C'est Yaakov. Son grand-père, c'est Yitzhak. Son arrière-grand-père, c'est Abraham. Imaginez la famille, d'accord? Eh bien, son grand-père, son grand-père, il a été pris en tant que Ola, il a été pris en tant que sacrifice pour être entièrement brûlé sur l'autel. C'était ça le projet, d'accord? Maintenant, un Ola, un Korban Ola, il a des lois. On ne peut pas prendre n'importe quoi en tant que Korban Ola. Il dit Eshmalecha, il a dit 6 mois. Il a dit mon grand-père, il a été pris en tant que Korban. Moi, et Ola, ça veut dire brûler entièrement. En hébreu, en français, c'est holocauste. Il dit Eshmalecha, moi je vais t'écouter, c'est-à-dire je vais aller avec toi, la femme de mon patron. Veshema efrar lerola, peut-être qu'Hachem il va me choisir en tant que sacrifice. Ve'efsol mina korban, je vais être inapte en tant que sacrifice. D'accord? Deuxième explication d'Avar Acher. L'amour d'Akadosh Baruch Hu liot niglé à la ouvé bet avi. Hachem il a l'habitude de se dévoiler aux aimés de la maison de mon père. Balaïla la nuit. Hachem il se dévoile aux gens de ma famille. Il dit Eshma lecha, je vais t'écouter. Veshema égalé alay Akadosh Baruch Hu. Peut-être Hachem il va se dévoiler. Veimatse otim tamé, il va me voir impur. D'accord? Maintenant, regardez l'argument bizarre. On parle d'un jeune homme, d'accord? Ok. Qui s'appelle Yosef, qui est très très beau. Il est très beau. Vous savez que Yosef était très 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 beau. Il reste quelques exemplaires, mais bon. Et il était tellement beau, elle dit le Midrash, qu'une fois la femme de Poutifar, elle disait à ses copines, ouais, j'en peux plus de ce Yosef, j'ai vraiment envie de jouer au Monopoly avec lui, et il veut pas. Alors ses copines, elles disaient, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de lui? Il y a 1 million d'hommes dans la rue, en plus t'es belle, tu claques des doigts, ils arrivent. Mais non, vous avez pas compris, il a une beauté spéciale, incroyable. Elle ne croyait pas, comme ça il dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il a fait, la femme de Poutifar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir ses copines, elle était restée ici. Le Midrash, il dit, ils étaient en train d'éplucher des coins. Je ne sais pas si vous avez déjà épluché un coin. C'est un fruit que tu cherches le coin, tu ne le trouves pas. Pourtant, c'est... Bon. Et donc, c'est très dur à éplucher. Ouais. Et il y avait les femmes en train d'éplucher. Et elle a dit, vous allez voir, je vais amener Yosef. Et elle a fait rentrer Yosef. Yosef, il est rentré dans sa beauté. Elles étaient tellement subjuguées par la beauté de Yosef, elles ont continué à éplucher. Le Midrash, il dit, elles ont commencé à s'éplucher les mains. Elles ont enlevé la peau des mains. Elles ne se rendaient pas compte, parce qu'il était trop beau. C'est pour ça que j'ai mis la barbe, pour éviter ce genre d'accident. D'accord? Non, mais vous avez compris l'idée ou non? C'est ça l'idée. Alors, dire s'il était tellement beau, d'accord, donc Yosef, il était beau, il était jeune, il était vendu par ses frères, abandonné dans un pays le plus tamé de la terre que Los Angeles à côté, ou de Las Vegas. Si j'ai Los Angeles, mais il y a des gens bien. À Las Vegas, c'est un couvent à côté, ouais. Et une femme excitée comme ça, belle et magnifique, qui lui propose, quelque part, de se faire plaisir. Il aurait pu dire, allez, j'y vais. Elle dit, non,
C'est fort. De vous à moi. Hein. Ok, on est religieux et tout. Mais si la Torah l'avait dit, vous savez, Yosef, il a tenu pendant 4 mois. Et après, il a craqué. On leur a dit qu'on la gavotte. Bah oui, parce que nous, on sait qu'on aurait tenu une semaine. Ou 10 minutes. Lui, il a tenu 4 mois. Bravo. Non, il a tenu 1 an, il n'a rien fait. Waouh. Waouh, c'est Yosef. Yosef Hatzadik. D'accord? C'est pour ça que des gens, ils me disent, mais Rav, j'aimerais bien avoir l'épreuve de Yosef. Pourquoi je ne l'ai pas? Je dis, parce que comment on sait que tu vas fauter? C'est pas la peine de te mettre à l'épreuve. Je n'ai pas compris. Alors, les mecs, ils ne vont pas fauter, on leur propose l'épreuve. Mais les gens qu'on est sûr qu'ils vont fauter, on ne leur propose pas. Mais alors, dire, je vais être sadique, comme ça, on va me proposer l'épreuve. Mais non, parce que si tu es sadique, tu ne vas pas fauter. Ça ne sert à rien. C'est dur. C'est dur pour les Réchaïm. D'ailleurs, ils ont créé la SPA, la Société protectrice des anormaux. Donc, c'est marqué ici que Yosef Hatzadik, comment il a réussi à se sauver de la faute, qui était presque une faute naturelle, une faute légitime, il a fait par le haut, il n'a pas fait par le bas. Il aurait pu dire, mais je vais être puni à cause de toi, je vais aller en enfer, je vais être la honte de la famille, je vais devenir impur, je vais me pourrir ma personne. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit par le haut. Hachem, il a l'habitude de prendre des sacrifices parmi nous, donc il faut que je reste pur. Ouais. Hachem, il sait que je suis un diamant, je viens de Avraham, Israël et Yaakov. Ça s'appelle Gadlut Adam, c'est la grandeur de l'homme. C'est quand l'Yetzirah vient chez toi, il te dit, vas-y, essaye le shit, essaye de la coke, essaye de voler, essaye de mentir, essaye de n'importe quoi, essaye, t'es en vacances, elle est belle, elle est mignonne, elle est prête. Toi, tu dis, je peux pas, je suis un Ben Israël. J'ai une Neshama. Je suis un tzaddik, le bon Dieu, il va peut-être faire naître le Mashiach de moi ou de mon fils. Comment je vais me pourrir? Ça veut dire, il faut par la grandeur, pas par la petitesse. C'est pareil pour les filles, même si la fille n'est pas très religieuse. Elle dit, bon, de toute façon, je suis cool, ça va, on fait rien de mal. Puis ma mère, elle m'a dit, profite avant de te marier. Du coup, elle s'est inscrite à 60 millions de consommateurs. Non. Tu dis, je suis un diamant. Je suis un diamant. Donc l'autre, il a des petits besoins personnels équatoriaux. Ben, qui s'étouffe? À la limite, qui meurt. Mais moi, je suis pur. Mes parents, ça fait 25 ans qu'ils investissent, 20 ans qu'ils investissent chez moi pour que je sois protégé. Je ne vais pas me salir pour les besoins ponctuels d'un monsieur, une excroissance d'animal en fin de compte. Puisque le mal et le jeu se mélangent en lui, animal. Donc ma grandeur, elle me sauve. Ouais. Mais si moi, je n'ai pas ma grandeur, j'ai pas ma grandeur de personnalité, j'ai ma grandeur d'âme, et que l'autre, il me fait 14 compliments, et que les 14 compliments, ils me font quelque chose, parce que mes parents, ils me font que des reproches, et mes copines, elles me traitent de grosse. Et lui, il m'a dit que je suis belle. Peut-être tu seras prête à payer en nature ces quelques compliments. Mais c'est pas parce qu'il t'a dit que t'es belle, c'est parce que toi, tu le savais pas. Mais si tu le savais, ouais, c'est comme si moi, quelqu'un est chez moi, il vient et me dit, t'es brun. Je dis la vérité, oui. Il dit, mais ça te dérange pas que je te traite de brun? Non. C'est vrai? Sale brun. Ça va. Ouais, alors je sais que je suis brun. Vous me suivez ou non? Donc, si quelqu'un te dit, pauvre idiote, pourquoi tu te vexes? Parce que tu sais que t'es pas idiote. Ah, t'as un doute. Ah oui, c'est un problème. Vous me suivez ou non? Donc si tu avais fait le travail préliminaire de connaître ta valeur, si tu avais fait le travail préliminaire de bien préparer ta matière, de bien travailler l'examen, de bien te briefer pour la vente, de bien te préparer pour la rencontre, de bien faire la muscule pour le truc, de faire le Krav Maga pour les épreuves, quand tu arrives en situation, tu es prêt. Maintenant, ou tu fais du Krav Maga ou tu développes la Emouna. Mais si tu fais ni l'un ni l'autre, il vient le petit voyou, il vient. Puisque je t'ai dit, les chiens, ils sentent les gens qui ont peur. Alors il vient, il fait, t'es qui toi? Tu m'as regardé là? Qu'est-ce que tu veux là? Allez, donne-moi ton blouson. Et toi tu dis, pourquoi Hachem? Pourquoi moi? Et pourquoi pas? T'as raison. Je vous donne le secret. Non, je vous donne le secret parce que
c'est pas évident tous les jours, surtout quand on habite dans des endroits défavorisés, comme Neuilly, comme... c'est un principe connu, mais mal compris. Vous savez, les chiens aboient et la caravane passe. Vous connaissez ce principe ou non? Oui, non? Non, je crois pas. C'est quoi une caravane? Une caravane, c'est un truc qui part d'un endroit à un autre, avec une trajectoire prévue, avec une destinée fixée. Ok. C'est quoi les chiens? Les chiens, ils aboient. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert. Et ils n'ont rien à faire de leur vie. Et le soleil leur tape sur la tête toute la journée. C'est des chiens abandonnés. Maintenant, quand le chien, il voit la caravane, il aboie. Et qu'est-ce qu'on dit? Les chiens aboient et la caravane passe. Ça va jusque-là? D'accord. Alors, c'est quoi la caravane? La caravane, c'est quelqu'un qui est dans un projet, qui est dans une destination, qui est dans un but, qui est dans un objectif, qui est clair dans sa tête, qui est clair dans sa relation à la vie, qui est clair dans sa relation à Dieu. Il va maintenant travailler, il va maintenant à la synagogue, il va maintenant faire ce qu'il faut, il va maintenant faire le bien. C'est une caravane. Le mec à côté qui est vide, qui est de rien, le mec il est là pour tenir le mur. Il passe d'un joint à l'autre parce que lui, comme il a arrêté très jeune les études, il croit que toute l'année, il n'y a que des mois de juin. Juin 1, juin 2, juin 3, juin 4. La seule ville où il va en vacances, c'est un juin les pins parce qu'il croit que quand tu achètes du pain, on te donne un juin. Juin les pins. Ah, juin les pins. Donc, en fait, en étant clair, en étant fort, en étant pur, tu le déranges. Parce que tu lui renvoies ce qu'il n'est pas. Donc, hop, il s'approche de toi. Mais ça dépend à quelle vitesse tu te déplaces. Si une personne est habillée tout en blanc, ouais, et qu'elle est blanche, et qu'elle a une chemise blanche, une cravate blanche, une barbe blanche et une kippa blanche, et qu'elle est dans un endroit, et que la sortie de cet endroit-là, il y a une coulée de goudron. Le goudron, sans aucune forme de racisme, est noir. D'accord? Maintenant, est-ce qu'une personne tout en blanc, elle peut traverser une coulée de goudron sans sortir nickel? Sans tache? Oui, non? 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 En fait, dans l'absolu, bien sûr, ne faites pas l'expérience ce soir en rentrant, ça dépend à quelle vitesse elle traverse. Parce que même pour que le goudron, il s'accroche, même pour que le goudron, il pénètre, même pour le goudron, il tâche, il faut qu'il y ait un certain moment de contact. Mais si ça va très très vite, d'accord, eh bien la personne, elle ne subit pas le goudron. Vous me suivez ou non? Eh bien c'est exactement pareil. Pour que l'autre, il puisse rentrer dans ma sphère, il faut qu'il y ait un lien entre la sienne et la mienne. Maintenant, si moi j'ai peur, je vais laisser une place pour la sphère. Si moi j'ai pas de but, par exemple, toi, t'as fugué. Cet après-midi, tu as dit, bon, je vais pas à l'école, je vais me balader à l'école buissonnière. Et tu traînes comme ça, dans le RER, en te demandant, attends, à quelle heure ils sortent les copains, je vais acheter une demi-baguette, je vais manger un truc. Toi, Baba, tu es en train de rien faire. Le rien, il attire le rien. Le vide attire le vide. Alors, il vient chez toi, il te prend ton blouson. Mais si toi, tu es dans un projet, et toi, tu es dans ta sainteté, et toi, tu es dans ta kedusha, je vais te dire mieux encore. C'est même pas que tu vas vite, c'est que tu es invisible. Il t'a même pas vu, le mec. Il est assis comme ça, et toi, tu n'es pas tout. Il dit à son copain, t'as pas vu un ange? L'autre il dit, je t'avais dit d'arrêter l'extasie. Parce qu'il y a un ange qui est passé. Ouais. Mais si t'as rien à faire de ta vie, et tu traînes la rue, ou tu traînes tes projets, ou tu traînes ta tête, ou tu traînes ta poubelle, tu vas te faire attraper, toi. Parce que tu passes trop vite, tu passes trop lentement. Et ça croche le goudron. Ça fait des taches. Et c'est dans les deux sens, hein. Une fois, il m'a dit, un gars, Bahou Yeshiva, il est venu pendant les vacances, ils ont été à Astérix ou je sais pas quoi. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, qu'est-ce qu'on fait si une Goya elle me fait un clin d'œil? Je lui ai dit, mais c'est quoi la question? Il me dit, mais non, mais j'ai le droit de parler avec elle, en tout bien, tout honneur. Je lui ai dit, mais t'es un Bahou Yeshiva? Il m'a dit, oui. Alors, j'ai dit, c'est quoi la question? Non, mais on fait rien de mal. Je répète, t'es un Bahou Yeshiva. D'accord? C'est-à-dire que tu fais partie des 2 ou 3% de toute la population juive qui sont assis devant une Guémara. Ok, là, tu es en vacances. Maintenant, elle, comment elle te parle? Comment elle rigole avec toi? Parce qu'elle dit, bah, pourquoi pas? Mais toi, tu es un Baruch Yeshiva. C'est quoi la question?
Donc déjà, elle va même pas demander. Ouais. C'est comme les gens qui me disent, c'est pas évident de pas serrer la main aux femmes et tout. Moi, ils me proposent même pas les gens. Pourquoi? Ah ben vous êtes le rave. Non, je dis, c'est pareil. Même les non-juifs, ils ne me tendaient pas la main. C'est vraiment. Mais quand toi, tu dis, t'en rêves qu'elle te serre la main ou qu'elle te serre autre chose, donc c'est normal qu'elle va venir. Tu dis, oh, pourvu qu'elle va le faire. Ça veut dire encore une fois, t'es pas clair. Toi, t'as fait du séminaire. T'es une fille de séminaire. Même pas en rêve. Ouais, mais comprends, ça va, pas exagérer non plus, pas avoir le mal partout. Je t'ai rien dit, moi. Moi, je t'ai seulement demandé si on peut prendre la menorah du Beth Amikdash pour éclairer une boîte de nuit. C'est ça que je t'ai demandé. On peut ou on peut pas? D'après la halakha. Maintenant que le temple n'a pas été reconstruit, est-ce que je peux prendre la menorah, la kedusha, et je la mets dans une boîte de nuit? Tiens, on va se faire un peu de lumière. Est-ce qu'on peut se faire une grillade sur le misbéach? Tiens, Mathieu, t'as des côtelettes? Bien sûr, c'est du porc. Oh, on va les mettre sur l'autel. Pas doucement. Mais c'est le misbéach. Sur le misbéach, on met pas du cochon. Oh, tu sais, c'est un peu de lard. C'est ni de lard. Donc toi, t'es une Bat Israël. Toi, t'es un Bachur Yeshiva. Toi, t'es une personne de valeur. Tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Après, tu pourras toujours dire, j'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, puis c'est les vacances, faut arrêter de me saouler, je suis pas à ce niveau-là, comme s'il fallait une échelle pour manger cachère. Le mec, il dit, je suis pas au niveau pour manger cachère. Donc, le mec qui est au premier, il dit, je mange cachère. L'autre en dessous, il dit, non, je mange pas cachère, je suis pas au niveau. Bah, prends l'ascenseur. Ça va aller au niveau puisque tu es juif. Et qu'à 8 jours, ton père a coupé court à la discussion. Puisqu'il t'a mis là. Donc, tu es un Ben Israël, tu es une Bat Israël. Tu dois être fier de ton identité. Mais tu dois assumer ton identité. C'est que même pendant la guerre, c'est une halakha du Shulchan Aruch, que si un ennemi, il te demande est-ce que tu es juif, tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu dis, mais il va me tuer. Tu n'as pas le droit de mentir. Tu dis, attends, il faut sauver sa vie. Hein. Non, mais non, tu ne vas pas aller devant lui et lui dire, oh. T'as raté un truc. Mais s'il t'attrape, il dit, t'es juif ou non? Tu peux pas mentir. Alors c'est pour ça que le signe qu'on a mis, il ne peut pas l'enlever. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on doit être fier, on doit être fort, on doit être bon. Maintenant, il n'y a pas de différence entre assumer sa judéité et assumer ton diplôme. D'accord? T'es ingénieur, t'es ingénieur. Quand tu dis, ouais, mais j'ai pas confiance en moi, je suis pas sûr de moi. Et le mec qui dit, le patron, il dit, écoutez, attendez, je vais vous payer 5 000 €. Je vous demande de me régler ce problème-là, de géométrie spatiale. Toi, tu dis, non, mais c'est compliqué, la théorie, ça va, mais là... Donc, en fait, t'es pas devenu ingénieur. C'est juste le papier. Plomb. Ouais. C'est pareil, t'es médecin. Le mec, il est chirurgien, il dit, oh non, je supporte pas la vue du sang. Ouais. Ça va être compliqué d'opérer des gens qui n'ont pas de sang. Ça s'appelle du silicone et c'est la vérité, en général, ils n'ont pas de problème de santé, ceux-là. Donc, c'est toute l'idée, c'est ça. C'est de dire que la personne, elle va réussir par la grandeur, pas par le bas, par le haut, à avoir une haute idée d'elle-même qui va faire que quand l'épreuve, elle vient, elle se resitue par rapport à l'épreuve. Vous me dites, non. Quand la confrontation, elle vient, elle se resitue par rapport à la confrontation. Quand la remise en cause, elle vient, elle se resitue par rapport à la remise en cause. Mais si la personne n'a pas fait le travail préliminaire de développer sa personne, de développer la valorisation de la personne, de développer la connaissance de sa valeur personnelle, donc quand elle arrive, eh ben, elle est démunie. Elle dit, je suis perdu, écoutez, j'ai suivi le programme, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben, ce qu'il faut maintenant, il faut assumer. Maintenant, normalement, ce qui se passe, c'est que tu acquiers une connaissance, tu rencontres une opportunité, tu développes les moyens d'utiliser cette opportunité et tu assumes l'épreuve. Et après, tu prends conscience de ce que tu as assumé. Et la conscience d'avoir réussi à assumer, c'est ça qui augmente ta valorisation personnelle. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance, ça va être dur.
Si tu refuses l'épreuve ou tu refuses de te sentir concerné par l'épreuve, ça va être dur. Si tu ne te donnes pas les moyens d'y arriver, eh ben c'est comme si tu promets de rembourser la dette, mais que tu jures sur la Torah que tu ne chercheras pas des moyens de le faire. Ça ne marche pas non plus. Et si malgré que tu as les moyens, que tu as la connaissance et que tu as la conscience, tu ne le fais pas, ben ça ne marche pas non plus, parce que tu t'esquives dans l'épreuve. Et si tu le fais, mais que tu ne reconnais pas la valeur d'avoir réussi à le faire, soit par négation, parce que tu dis, de toute façon, je suis nul. Ouais, c'est vrai, je l'ai fait, mais je suis nul. Soit le contraire, par négation positive, c'est-à-dire tu dis, ouais, mais j'aurais pu faire mieux. Donc, dans les deux cas, tu ne reçois pas la résonance positive de ton acte. Et c'est elle qui crée la valorisation. C'est elle qui crée le respect de soi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, mais comme depuis qu'ils sont petits, on leur a toujours dit, quand ils avaient 19, on leur disait, oh, t'as pas eu 20. Quand ils ont perdu 1 kilo, on leur dit, ouais, mais t'es encore grosse. Alors, quand ils se coiffaient, on disait, bon, bah, tu te sors, mais tu te coiffes pas? Bah, je viens de me coiffer, je vais mourir. Maintenant, ouais. C'est comme moi quand je devais aller rencontrer ma femme pour la première fois pour le Shidour. Donc, je me suis bien habillé, tout ça. J'ai mis mon plus beau costume, j'ai pris mon manteau, tac, je me suis bien truqué, j'ai arrangé mon chapeau et tout. Et je vais pour sortir. Le Rav, il me dit, bon, tu y vas maintenant? Ouais. Il me dit, bon, tu t'habilles. Hein. Tu cherches une potence, tu dis. Est-ce qu'il vous reste une corde ou un tabouret surtout qu'à l'époque, comme je croulais sous les milliards, j'avais un seul costume. Le costume de Shabbat, c'est tout. J'enlève les taches, tu le repasses, c'est tout. Les débats. Bon, Hachem avait d'autres valeurs. Mais c'était marrant. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que toi, tu vas affronter des choses. Ouais. Maintenant, la conscience d'avoir réussi, c'est pour ça qu'il faut faire des bilans positifs. Tu prends un cahier, tu marques tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as finalisé. Il faut le faire. Il faut le faire. Même dans la journée. Moi, j'ai des gens en pleine dépression, je leur dis, vous prenez un cahier, tous les soirs, vous marquez. Elle me dit, qu'est-ce que j'ai marqué? Vous marquez, j'ai accueilli mon mari, j'ai pas pleuré toute la journée, je me suis levé, j'ai pris une douche, je me suis arrangé, j'ai cuisiné pour les enfants, j'ai téléphoné à la mairie, je l'ai fait. Je me dis, c'est rien. Pour toi, c'est bien. T'es sorti de ton lit déjà, t'es pas au lit en train de pleurer. Après l'autre plus, il avait développé un projet, il a racheté Ron Poulain, il a fini le Talmud, chacun il va avoir des objectifs. Maintenant, d'accéder à un objectif, d'accord, ça te donne un résultat. Le résultat, c'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu es devenu. Maintenant, la conscience de ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait développe la valorisation personnelle. Maintenant, pour le comprendre et pour l'atteindre, il faut se donner le moyen d'exister. Comme on appelle le droit d'exister qu'on se donne, ça s'appelle le kavod. Le kavod, c'est le droit d'exister. De la manière que vous me donnez le droit d'exister, vous êtes gentil, vous pourriez me dire, ferme là, tu nous saoules, tu nous stresses, tu es anxiogène. Non, vous me laissez tous les mardis vous faire souffrir. C'est gentil. Donc, vous me laissez exister et moi, j'existe. Pour vous. Vous me suivez ou non? Mais aussi pour moi, parce que grâce à ça, je comprends des choses que je n'avais pas forcément compris avant. Mais quand vous me donnez le kavod, vous me faites exister. Alors, de la même manière que en faisant le kavod, je fais exister l'autre, et ben en me faisant le kavod, je me fais exister. Maintenant, si moi je ne me respecte pas, je n'existe pas. Encore une fois, il y a des gens qui pensent que c'est ça la modestie. Je suis rien, je vaux rien, je suis rien, rien de rien, non. Il y a quand même des réflexes pavloviens, hein, surtout chez les cervelles d'oiseaux. Piaf. Donc, pas de réaction. Donc, si c'est ça, elle dit l'Agma dans Sanhedrin, et quand on doit faire peur aux témoins, mais d'argent, d'accord? Pour les témoins qui peuvent entraîner la mort, on a dit, on leur dit, tu sais, c'est un monde entier que tu vas détruire et tout. Mais pour les témoins d'argent, alors regardez ce que dit l'Agma dans Sanhedrin d'Af Kaftet Amoud Aleph. On ne peut pas leur dire qu'à cause d'un faux témoignage, la pluie, elle tombe pas. Parce que le gars, il va dire, tu crois que c'est à cause de moi que la pluie, elle tombe pas? Mais qu'est-ce qu'on leur donne qu'est-ce qu'on leur dit comme phrase pour les déstabiliser, pour les remuer, pour leur éviter de faire un faux témoignage d'argent? Regardez ce qu'on dit. Omrim laem saade chakre a ugrayu zile.
traduis. Les faux témoins sont méprisables aux yeux des gens qui les ont payés. Parce que comment un gars il fait un faux témoignage, à part un détraqué, tu vas le voir, tu dis écoute, tu dois témoigner demain contre mon cousin, d'accord? Je te donne 1000 euros, tu fais un faux témoignage. Toi tu dis waouh, 3 petits mots, je gagne 1000 euros. Au lieu de me prendre la tête pendant un mois à soulever des cartons, je prends 1000 euros, avec 1000 euros je vais faire un carton, d'accord? Maintenant toi, tu crois que tu as gagné 1000 euros, mais en vérité, qu'est-ce que tu as vendu? Tu n'as pas vendu ta parole, tu n'as pas vendu ton témoignage. Tu as vendu ta dignité. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la couleur d'une chose, on la voit, la taille d'une chose, on la voit, le volume de quelque chose, on le voit, mais le poids, ça ne se voit pas. Pourquoi ça ne se voit pas? Tu vois une caisse. Comment tu sais si elle pèse 1000 kilos ou si elle pèse 20 grammes? Tu ne peux pas le savoir. La seule manière de savoir, c'est de la mettre sur une balance. Maintenant, quand tu la mets sur une balance, il y a le poids et le contrepoids. Si tu fais basculer le contrepoids, ça te donne le poids. C'est comme ça qu'on pesait à l'époque. Vous vous rappelez ou non? Il y a 2 plateaux. Ok. Maintenant, comment on dit le poids en hébreu? Ce qui est lourd, bon, mishkal, c'est le poids, mais ce qui est lourd, c'est kaved. Et kaved, c'est les mêmes lettres que kavod. D'accord? Ça veut dire que le kavod, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Maman, comment tu sais si quelqu'un il a la dignité? C'est très simple. Propose-lui quelque chose. Avant, des fois, je faisais des cours dans les écoles. Alors, je faisais un cours sur l'existence. Alors, je faisais un test. Maintenant, je ne le fais plus parce que j'étais choqué par les résultats. Je disais aux gars, bon, dans la classe, les enfants là, qui c'est qui est prêt à manger de la caca pour 1000 euros? Je crois que la moitié de la classe, elle levait la main. Je dis, mais alors, pour 1 million d'euros, vous pouvez vendre un rein de votre sœur? On me dit, bah ouais, avec un rein, elle peut survivre. Hein. Je dis, mais toi, t'aurais vendu toute ta famille à l'époque de l'occupation. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que si on peut fixer un prix à ta dignité, c'est qu'elle vaut rien. Par contre, si on ne peut pas fixer de prix, c'est que c'est infini. Donc en fait, tu crois que tu as vendu un témoignage, que tu as vendu, mais en fait, tu as vendu ta personne. Tu as vendu ta dignité. Ça veut dire que c'est impossible de calculer. Par exemple, on a fait un truc incroyable. On a organisé le travail. Et le travail, c'est de vendre sa force de travail. D'accord? Maintenant, si toi, tu n'es pas très sûr de toi, quand le gars, il paye la force de travail, mais il peut aussi acheter ta personne, il peut acheter ta dignité, il peut aussi acheter, parce qu'il en profite. D'accord? Par exemple, il est nerveux, il t'insulte. C'est un patron. Il est nerveux, pas content. Alors, bon, il cherche un truc. Donc toi, il voit que tu as fait une faute. Sur 2400 pages, il voit que tu as fait une faute d'orthographe. Ouais, t'as son écrit mal, c'est bon, je suis dégoûté, t'es une crasse, t'es une merde. Tu dis, attends. Je t'ai vendu ma force de travail. De 9h à 17h, tu utilises ma force pour soulever des caisses, ma tête pour régler des problèmes informatiques. Je t'ai pas vendu ma personne, tu n'as pas le droit de m'insulter. Mais si j'accepte, ça veut dire que dans le contrat, il y a marqué possibilité d'insulte, possibilité de destruction morale, possibilité de harcèlement, possibilité de souffrance. C'est dans le contrat. Oui, mais c'est pas écrit, c'est tacite, c'est un patron, il a son caractère. Mais pousse-le dans l'escalier. Accident de travail, indemnité mutuelle. Et le gars, il est content. Il a sa carte d'invalidité pour la vie. Tu dis, mais c'est horrible. Attention, ça n'est pas une halakha, bien sûr. C'est un conseil. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois savoir exactement ce que tu as vendu. Même à un mari, même à une femme, tu sais ce que tu as donné. Il faut être clair. Même Hachem, il n'ose pas te demander. Et toi, tu le donnes gratuitement. Alors, je te dis pourquoi. Parce que tu ne connais pas la valeur. C'est comme si tu vas pour sortir de ta voiture, puis par terre, il y a des bouts de verre, des bouts de pare-brise. Oh, tu dis, il y a encore un mec qui s'est fait péter la vitre. Il y a plein de bouts de pare-brise par terre. Puis il y a un petit vieux qui arrive comme ça. Il marche doucement, il est vieux, il est tassé, il a les épaules à la hauteur de l'abdomen. Il te dit, monsieur, un peu genre Popek, un peu comme ça. C'est à vous les morceaux de verre, là? Le
gars, il est vraiment détraqué. Hein. Je dis, non, c'est pas à moi, ça doit être quelqu'un qui a une vie de... C'est à vous ou c'était pas à vous? Non, je peux les prendre. Il dit, prenez-les, mais enfin, c'est vraiment de la perte de temps. Et puis le pauvre, il se baisse comme ça, il sort un mouchoir, il commence à ramasser chaque morceau de pare-brise. Puis toi, tu as de la peine pour lui, tu dis, bon, il est fou, il a Alzheimer, ou je ne sais pas ce qu'il a, je vais l'aider. Et tu ramasses. Puis à la fin, il a tout un paquet comme ça, il ferme, il le met doucement, avec précaution dans sa poche. Je dis, monsieur, ça vous arrive souvent de ramasser des morceaux de pare-brise? Il dit, non, voilà, ancien joaillier. À peu près 1800 carats de diamants bruts. Tu dis, mais je les ai vus le premier. Ben, il fallait les ramasser, mon frère. Je dis, je vais mourir aujourd'hui. Mais c'est pareil. Ton fils, c'est un diamant brut. Ta femme, c'est un diamant brut. Toi-même, tu es un diamant brut. Maintenant, c'est vrai que le diamant prend de la valeur en le taillant. Qu'est-ce qui taille le diamant? Les expériences, la vie, la maturité, la tzidkout, les mitzvot, la remise en cause, la kedusha, le moussard. Taille le diamant. C'est vrai qu'il vaut plus cher le diamant taillé, mais au moins on reconnaît déjà que tu as un diamant. Après, va le tailler. Peut-être tu dis non, de toute façon, je suis un éclat de pare-brise. Donc si l'autre il en a besoin, pour se nettoyer le dent, ou pour boucher un trou quelque part, ou pour refaire le parterre, ou mélanger avec du ciment, eh ben il a qu'à m'utiliser, puisque de toute façon je suis un éclat de pare-brise. Mais t'es pas un éclat de pare-brise, t'es un diamant brut. Donc c'est exactement pareil. Quand toi t'as vendu ta dignité, tu crois que tu dis ah j'ai gagné 1000 euros. Mais t'as pas compris, le mec qui t'a payé, il te méprise encore plus que le gars que t'as planté. Vous savez ou non? C'est comme les gens qui étaient des traîtres ou des gens qui ont vendu. Et combien de concierges ils sont devenus propriétaires d'appartements dans le 16e en 40? Ils n'ont rien fait. Hein. Ils ont été au commissariat, ils ont dit la famille Bichlinski habite au 19 boulevard Flandrin. La Gestapo est arrivée, des fois la police française, dans toute sa splendeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça revient à la mode de citer le maréchal. Et dans toutes les phrases, hein, je vois les gens, oh pétain, oh pétain, oh pétain. Et l'autre maintenant, elle est là, elle est tranquille, elle est là, oui, nous sommes l'aristocratie française. Tu dis, mais vous étiez concierge. Moi j'adore. Je ne sais plus dans quel film, le gars il revient des camps. Il voit la concierge. Vous l'avez celle-là? Elle est en train de faire les vitres ou je sais pas quoi. C'est quel film ça, je m'en rappelle plus. Hop, accident de travail. T'as fait déporter toute ma famille pour un appartement. Mais tranquille, hein, à l'aise. Donc ça veut dire quoi? Toi, tu crois que tu as gagné un appartement, mais tu as perdu ta dignité, ta valeur humaine. Ta personne, elle a disparu, tu es devenu une vapeur d'eau. Va chercher une vapeur d'eau maintenant. Il y avait un verre d'eau. Il est devenu en vapeur, il est parti. D'accord? T'as disparu. C'est ce qu'il dit. Il dit, même les gens qui t'ont payé, ils te méprisent. Maintenant, toi, tu dis, ouais, maintenant, je fais partie du club. Moi, je suis avec eux. Moi, je suis avec la race supérieure. Moi, je suis dans la milice française. Qu'est-ce que t'as gagné, Baba? Alors, si t'es tellement un bon à rien, c'est ça que tu dis, ouais. Alors, pourquoi la libération? D'un seul coup, maréchal. Attends, t'étais dans la milice, toi. C'est très beau, comment, là. 99% des Français, après la guerre, ils sont tous venus résistants. Tu dis, mais ils étaient combien dans la résistance? C'est quand même beau pour le pays qui a inventé l'occupation, qui a la collaboration. C'est beau. Là. Hop, 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 hop. Comme les crêpes, d'accord? Donc c'est marqué ici. Ne crois pas que si toi, tu vas baisser ta valeur pour faire partie d'un groupe, parce que tu as un groupe de brels là qui sont là, ouais. Quand j'étais en classe de seconde ou en troisième, je suis dans une école juive, bon, qui n'avait que le nom de juif. Et comme j'étais un peu cinglé, j'étais à part, parce que je faisais de la philo toute la journée. Et c'était un niveau très, très, très superficiel. Moto, t-shirt, moto. Et il y avait des gens intelligents aussi. Mais comme il y avait une pression sociale du groupe, et que le groupe, c'était tous les brels qui étaient ceux en avant, donc il y avait des gens intelligents qui se polluaient pour faire partie du groupe. Alors une fois, il y a une fille comme ça, et elle a commencé à zandiner. Je lui ai dit, attends, c'est une fille très intelligente. Je lui ai dit, mais tu te pollues, pour pas dire tu te prostitues, pour faire partie d'un groupe de QI, de rien, de zéro, de mec qui réfléchit jamais.
Parce que c'est dur la pression sociale. Oh là là, elle a mal pris. Hein. Après, elle a fait tchouva, et après, elle est partie au séminaire. Après, elle a épousé un monsieur. Maintenant, elle a 8 ou 9 enfants. Son mari, c'est un rave. Ses enfants, c'est des rabbinim. Tu vois, une phrase, comment ça peut... Ou le contraire. Elle va dire, ouais, écoute, maintenant je suis bien. On est tous un groupe, on rigole. Tout c'est vrai, un troupeau. Les gazelles, les antilopes, les bœufs, les vaches. Ouais, allez, les sorties, les boîtes, les trucs, l'accident, le truc, là, le moral, et la vera, et la touma, et le hmar, et après, mais qu'est-ce que je fais avec un mec pareil? Ah là, mais qu'est-ce que je te dis? J'étais enceinte. Ah bah, alors, il a bien fallu assumer, hein? Bah, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, tout ça pourquoi? Parce qu'à un moment, t'as manqué de valeur personnelle. Vous savez, Ayrton Senna, qui est un champion du monde de conduite automobile, il a raté qu'un virage. Hein. Des fois, c'est pas la peine d'en rater beaucoup pour se prendre le mur. C'est pour ça qu'on est obligé d'être très très vigilant. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais à l'âge justement où on doit prendre les plus grosses décisions, c'est là qu'on est les plus brêles, c'est là qu'on est les plus jeunes, c'est là qu'on est les plus immatures. Par contre, à 20 ans, on te dit, choisis la femme que tu veux, le milieu professionnel, le niveau religieux, l'entourage que tu côtoies. C'est dur, c'est très dur. Donc, tu es encore en train de te soucier de ta performance à la PlayStation. Et tu te demandes si tu perdras les 2 kilos qui te permettront de mettre un 38. Et on vient chez toi, on te dit alors, un Coleman ou un gars qui travaille? Mais je vais mourir. Ouais. Tu veux être ingénieur ou tu veux être Amit Racham? Tu veux être chirurgien orthopédique ou tu veux être Rav Dessler? C'est vachement dur de répondre à ce genre de questions à 20 ans. C'est pour ça que les malins, ils se posent la question avant. On me suit, non? C'est pour ça que les malins, à 14, 15, 16, 17, 18, ils réfléchissent. Beaucoup. C'est pas qu'ils arrivent comme ça, 19, 20 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais pour dire je veux, il faudrait qu'il y ait un jeu déjà. Et pour qu'il y ait un jeu, il faut connaître les règles du jeu. Sinon, tu vas perdre au jeu du jeu. Une fois, j'étais en Israël, dans un Shabbat plein, puis il y avait des gens qui ont voulu parler. Il y a un petit jeune qui est venu comme ça. Ouais, Rav, je peux vous parler? Je commence à parler, ouais. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je suis à l'armée. Ah bon? Quel âge t'as? 19 ans. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais à l'armée? Je suis sniper. Ah, sniper. Ah, t'apprends donc à tirer? Il dit, non, je suis à la frontière, je suis sniper. J'ai un observateur avec moi, j'ai un sergent. Quand un truc suspect, je lui demande, je tire pas, il me dit tire, je tire. Après, je disais, le mec, il a 19 ans, il a un fusil, au bout, il y a un mec qui va mourir dans 1 minute. Et l'autre, il a 19 ans, ouais, il est en train de jouer avec sa PlayStation, en train de regarder sa série télévisée, ou en train de devenir épileptique sur un jeu, sur la FIFA, ou là. Tu dis, mais comment ils ont les deux, ils ont 19 ans? C'est pas possible. L'autre, il est dans l'immaturité totale, genre papa, il gère, ouais. Voilà, il trouve plus son père, il se met à crier dans la rue, papa, où t'es, papa. Bon. Ouais. Et l'autre, décision. Analyse, décision, réflexion, décision, application. Stack! On pourrait dire, attendez, je suis jeune, là, j'ai... Parce qu'il a commencé tôt. Apprentissage à la réalité. Tôt. Mais si tu fuis la réalité, comme c'est la réalité qui te nourrit et c'est la réalité qui te rend fort, donc en fuyant la réalité, tu fuis la force. Bon, ça fait 1h33 là. Donc je suis censé m'arrêter. Restez calme. Je ne sais pas quoi sauter, la vérité. C'est un bon cours. Même moi, j'étais content d'y assister. « 7-01-97. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'étaient même pas nés là. On dirait qu'il a été volé dans une... En Égypte. Ils ont ouvert un tombeau, ils ont trouvé le cours. Tout en carton.
très très connu parmi les pharaons. Donc en résumé, on a dit que le respect de soi, puisque le respect c'est le droit d'exister qu'on se donne, donc le respect de soi, c'est le droit d'exister qu'on se donne à soi d'être. Maintenant, comme nous sommes faits sur 3 facettes, un passé, un présent et un futur, donc il faut que nous respections notre passé, il faut respecter notre présent, il faut respecter notre futur. Maintenant, le respect du passé, ça veut dire qu'il ne faut pas nier son passé. Il ne faut pas mentir sur son passé. Et il ne faut pas avoir honte de son passé. Parce que si tu n'avais pas de passé, tu n'aurais pas de présent. Donc rappelez-vous cet exemple très très beau de Betchetrit. C'est quelqu'un qui a marché dans un parterre très très boueux. Vous savez, le vrai parterre boueux avec la boue qui colle. Il a ça de couches de terre grasse collée à ses chaussures. Et il marche. Puis à un moment, il y a une échelle. Donc il va monter l'échelle maintenant, parce qu'il en a marre de rester au niveau de la pelouse. Donc il veut monter. Quand il va monter, excusez-moi de le dire, mais les premiers barreaux, ils vont être pleins de terre. Et les barreaux, en même temps, ils vont lui permettre de s'élever, mais en même temps, ils vont lui permettre de nettoyer ses chaussures. Maintenant, il est en haut, il n'y a plus de barreaux, il n'y a plus de terre. Il peut frimer, il peut dire, ah, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'ai vécu. Les chaussures, elles sont nickel, elles sont propres, elles sont cirées, elles sont brillantes. Il ne faut pas que tu oublies, Baba, que sur les premiers barreaux, il y a de la terre. Vous me suivez ou non? Qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des avérotes, qu'il y a eu de la touma, qu'il y a eu de l'incompétence et qu'il y a eu de l'immaturité. Mais c'est pas grave. Parce que toi, tu t'en es servi comme un tremplin pour devenir. Ça s'appelle rebondir en français. Maintenant, rappelez-vous que le gars qui saute 18 mètres au triple saut, ouais, il fait 3 sauts de 6 mètres. Si vous avez l'occasion de trouver une vidéo sur Internet, le triple saut, mais comment ça s'appelle, en panorama comme ça, vous voyez courir, le mec, il court et il saute. Le triple saut, 18 mètres, c'est énorme. Ouais. Il saute 6 mètres. Il tape par terre, il saute 6 mètres. Il retape par terre, pied d'appel, il ressaute 6 mètres. Il retape par terre, il retape 6 mètres. Le mec, il vole. 18 mètres, il vole. Tu te dis, ouais, mais il a tapé par terre. Tu sais quoi? Écoute bien. Combien de temps il est resté par terre? Vous me suivez ou non? Il saute, il tape, il repart. Combien de temps il reste? 1/100 de seconde. Ça s'appelle le temps de prendre conscience, le temps de rebondir, le temps de faire tes chouvas. Combien? 1 seconde. Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent et ils restent. Il faut que je réfléchisse, c'est pas évident. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis foutu, je suis mort. Le Yetzara, il a raison, je m'en sortirai jamais. De toute façon, l'espoir, ça marche pas, ça crée du désespoir. Ceux-là, ils sont foutus. Parce que vous rappelez-vous qu'un avion, quand il est en l'air, ouais, bien qu'il pèse 70 tonnes, pour le faire tourner, tu fais comme ça avec le volant. Mais quand l'avion, il est posé, pour le faire tourner, il faut un tracteur qui le tire. Donc fais attention, avant de poser le problème, de vérifier si tu ne peux pas l'orienter tant qu'il est en l'air. Mais il y en a là. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Toi, tu sais que tu as un potentiel. Le bon Dieu t'a mis sur cette terre et tu es capable de le faire. Mais tu dois respecter ce potentiel. Les Chachamim, ils ont un langage, ils disent Ata lochas al nishmatecha, t'as pas de la peine pour ta neshama. Ton corps, il te dit vas-y, bouffe. Ton Yetzar, il te dit vas-y, enduis-toi de chara. D'accord? L'autre pourri, il te dit viens, on va se salir. L'autre, il dit viens, on va mentir. Viens, on va tricher. Toi, tu dis je peux pas. Je peux pas, le bon Dieu, il m'a confié une neshama. C'est comme si moi je te dis, écoute, j'ai ma fille, elle a 9 ans, elle est toute pure, hein, elle est nickel. Oh, Teilim, Kashrut, Hachem, Baruch Hashem, Man Hashem. Tu peux la garder cet après-midi? Tu dis, bien sûr, hein, c'est normal, c'est une mitzvah, viens aftal et racha kamocha. Manque de peau cet après-midi, il y a une copine à toi qui est stripteaseuse et qui doit réviser son spectacle. Et elle vient à la maison. Comment tu vas faire avec ma fille? Je vais me mettre devant, je vais lui dire, écoute, Christine, Sylvie, sois un peu discrète, fais pas des gestes trop... Mais elle est stripteaseuse.
Ben, c'est exactement pareil. Si déjà, ma fille, parce qu'elle est pure, tu vas faire attention à elle, alors ta neshama, qu'elle est pure, tu vas l'emmener dans des endroits dégueulasses. Et tu vas dire, non, mais je l'emmène pas, je l'emmène pas, j'y vais tout seul. Mais si tu es vivant, c'est qu'elle vient avec toi. Et la neshama, elle est au bout des yeux. Donc tout ce que tu vois, elle le voit. Donc c'est comme si ta petite sœur, tu l'emmènes dans des trucs dégueulasses. Donc si tu te montes un petit Yetzirara comme ça, 4h30 du matin, seul devant ton ordinateur, d'aller compléter ton doctorat en anatomie féminine, sur des sites qui sont ni pour nous, ni pour vous d'ailleurs, et bien tu dis, je peux pas. La pauvre Manishama, je vais la salir, je vais la polluer. Tu vois que cette jupe, elle est trop courte. Tu dis, non, quand je suis debout, elle est bien. Mais dès que tu t'assois, c'est une exposition de jambonneau. Alors, tu vas rester toute ta vie debout. Ouais, mais faut pas exagérer non plus. Ça va, on n'est pas à ce niveau. C'est comme tu veux, chérie. Mais moi, je te parle d'ambition et toi, tu me parles de bricolage. Moi, je te parle de grandeur d'âme et toi, tu me parles de gaminerie, de centimètres. Vas-y, fais les choses bien. Pourquoi tu veux un mari Lechatchila ou tu veux un mari Bediavet, toi? Tu veux un froum fry ou un fry froum? Tu veux un religieux pas religieux ou un pas religieux religieux? Mais c'est parce que tu es flou que la vie, elle n'est pas claire. Quand tu es net, la vie, elle est claire. Il faut être net. Moi, je me rappelle quand on a fait la réunion avec les parents et les beaux-parents pour mon mariage. Alors, les beaux-parents, ils ont dit, écoutez, on ne peut pas faire séparer. Parce que toute la famille, puis c'est la première joie qu'on a, parce que ma femme, c'est une fille unique, donc elle n'a pas fait de brit mila, ils ont assisté. Elle n'a pas fait de bar mitzvah. C'est le mariage. Donc, on va être obligé de faire mélanger. Alors, on s'est regardé avec ma femme et tout. Alors, ils ont dit, alors c'est OK? Alors, ma femme, elle a dit, bah, OK. Alors, on dit, OK, quoi? Alors, elle a dit, bah, on annule le mariage. Toi, tu dis, oh, c'est qu'un soir. Non, ils vont tous venir pour nous, à notre mariage. Ils vont danser ensemble, ils vont se toucher, ils vont faire des bénédictions devant des femmes mal habillées, avec des têtes découvertes, sur notre compte à nous. C'est-à-dire qu'à la choupa, on va effacer toutes les avérotes, et le soir, le compteur, il va brûler, tellement il va tourner vite. Même les anges, ils n'auront pas le temps de noter toutes les avérotes. Parce qu'il y a 400 personnes, à moitié nues, qui sont en train de faire la bamboula sur votre compte à vous, puisque c'est votre mariage, c'est vous qui les avez vidés, non? Tu dis, attends, c'est vachement dur. Oh, il m'a cassé, là. Moi, je voulais faire la petite demi-heure chassidique. Après, on fait la méritza éjectable. Après, dès que le rave il est parti, ben, ça devient une grave partie. Et non. La kedusha, la shechina, la présence divine, la bracha, les générations d'avant qui viennent pour te bénir. Sarah Imeno qui dit, regarde cette pudeur, regarde cette lumière qu'il y a dans ce mariage. C'est ça que tu veux? Ou qu'est-ce que tu veux? Tu veux une boîte de nuit? Il y a des boîtes de nuit, il y en a déjà des boîtes de nuit. Tu veux une soirée, tu veux the soirée, l'enfer. Tu veux ça? Les danseuses, les folles, les autres à moitié nus. Au moins 4 ou 5 adultères dans la soirée. Bah attends, c'est grâce à toi qu'ils sont rencontrés quand même, non? Plus les 2 mamzerim qui vont naître, puisque l'autre elle est mariée. Tout ça sur ton compte. C'est comment tu te sens, toi? C'est une soirée de folie. C'est vrai. Après, tu dis, ouais, comment ça se fait qu'on s'engueule toute la journée? Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de truc, les enfants, ils sont pas bien, pourris. Mais papa, t'as démarré avec de la chala. Comment tu veux que ça se termine? Ça réfléchit. En fait, c'est un investissement. Maintenant, nous, on était jeunes, hein. La vérité, on était jeunes. On était fous. On était des fous. On était comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas. On fait un mariage chez Paris, c'est Paris. Tac. On habite à côté de la yeshiva. Tac. Mais venez, on va vous donner une maison, on va vous donner... Non, on reste ici, khalada, à côté de la yeshiva. Mais c'est ça qui nous a sauvés. Donc, quelqu'un qui dit, bon, vous savez, il faut faire le compromis. Mais le compromis tient ses promesses, puisqu'on te l'a promis. Alors, dans les choix comme ça, les choix de la personne, les choix du mariage, les bases du couple, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas. Si tu commences à faire des compromis là, toute ta vie, tu vas payer, toute ta vie. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais avec un mec comme ça? Mais il est immature, mais il est fou. Il m'a amené la Pizza Hut. Il m'a dit, c'est que du fromage. Mais c'est des lardons, Gabriel. Ah, les petits trucs qui bougent. Ouais. Ah, mais vous, les orthodoxes. Je dis, attends, mais je comprends pas. J'étais au séminaire. Maintenant, j'ai un gars qui mange même pas cachère.
Il m'a juré sur la Torah qu'il va devenir Shomer Shabbat. Mais lui, il croyait que Shomer Shabbat, ça veut dire c'est garder ses chaussures. Shomer Shabbat. C'est parce que tu n'as pas ta valeur personnelle. Parce que tu n'as pas d'ambition. Parce que tu n'es pas capable de voir loin. Alors tu as soldé. Tu as soldé, tu as dit tiens, prends-en deux pour le prix d'une. Non, tu restes dans ta valeur. Où c'est marqué ça? C'est marqué Va'ikba libo bedarke Hashem. Il a élevé son cœur dans le chemin de Dieu. Le Ramban, il dit quand Hashem il a demandé au Béné Israël de fabriquer le Mishkan, Moshe Rabbeinu, il a convoqué, il a dit voilà, celui qui est capable de tailler de l'or, celui qui est capable de faire de la tapisserie de haut niveau, celui qui est capable de plaquer or le misbéar, celui capable de. Il dit le Ramban, mais il n'y avait pas parmi eux, c'était des fabricants de briques. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'ont pas appris à faire tous ces métiers. Comment ils vont faire? Regardez ce qu'il dit le Ramban. Ils se sont présentés, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va le faire. Il dit pourquoi? Il dit Matza betivro sheyada la sotken. Il a trouvé dans sa nature qu'il savait faire ça. Va'ikba libo bedarke Hashem, il a élevé son cœur dans le chemin de Dieu. Lavo el Moshe, pour venir chez Moshe, les morts, et dire Ani ose kol asher adoni dover. Je vais faire tout ce que mon maître va me demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur d'un homme, elle n'est pas dans le résultat obtenu. Elle est dans l'effort fourni pour le faire. Or, l'effort fourni pour le faire, il n'est pas dépendant des compétences que tu as avant de le faire, mais dans l'engagement à réussir à le faire. J'ai vraiment résumé là. Ouais. Ça veut dire que si toi, tu t'engages à devenir un Talmid Chacham, et si toi, tu t'engages à préserver ta Neshama, et si toi, tu t'engages à faire un beau mariage caché, et si toi, tu t'engages à garder ta maison pure, si toi, tu t'engages, c'est l'engagement de départ qui va conditionner le reste. Les gens, ils ne s'engagent pas vraiment, ils font des trucs, des embrouilles, des compromis, des tralouettes, et après, ils essayent de réparer, d'arranger. Mais Baba, c'est une Peugeot, ça ne va pas devenir une Porsche. C'est comme ça. Tu dis, c'est une Fiat. Tu dis, non, mais elles sont bien dessinées, les Fiat. Ok, mais c'est pas une Maserati. Les deux, c'est italien, c'est pas une Maserati. Celle-là, elle coûte 340 000 euros. Et celle-là, tu peux l'avoir à 32 000 euros neuve. Hein. T'en fais une deuxième, une 500 pour la mettre dedans. Ouais. Pourquoi? C'est marqué Va'ikba libo. Ouais, il a élevé son cœur. Donc ça veut dire que les gens qui font des grandes choses, c'est des gens grands. Maintenant, ils ne sont pas devenus grands parce qu'ils ont fait des grandes choses. Oui, c'est parce qu'ils ont pris cette ambition d'être grands qu'ils sont devenus grands. Donc chacun à l'intérieur de lui-même, dans sa grande réflexion, dans sa capacité analytique, ou simplement dans son intuition, ou dans sa niya. Même la niya, tu peux avoir la niya de dire « Bizrat Hashem, je vais avoir une maison avec la Shekhinah ». Tu peux demander simplement ça. Mais tu vas le faire, tu vas donner les moyens. Mais tu dis attends, pour qui tu te prends? Tu te prends pour Sarah et Melou, pour avoir la Shekhinah à la maison? Pourquoi pas? On va faire attention, la halakha, la cacheroute, le mikvé, on va faire attention, le respect, la pudeur, la finesse, la gentillesse, la douceur, le respect, la remise en cause. La Shekhinah, elle va venir. Et si quelqu'un dit, attends, on est en 2020, d'accord? On est en 2020, on habite dans le 17e, la rue, les ambiances, la mini-jupe, Netflix, le grand écran, les vitamines illégales. Comment veux-tu que c'est la Shekhinah, c'est pas vraiment contemporain? Ok, mais c'est pas contemporain non plus. Donc chaque personne, dans chaque génération, si elle arrive à cette dimension de respect, vous avez compris maintenant que le respect, c'est pas une forme de politesse ou une forme d'engagement. Non, le respect, c'est une attitude de mettre toujours l'option de l'avenir en avant. Toujours. Toujours de maintenir le mouvement. Toujours d'aller dans le sens de l'évolution. Toujours d'aller dans le sens de l'amélioration. Et cet esprit qui est 100% positif, naturellement,
il va écarter les pollutions, les miettes, les saletés, les crasses, la khara, il va écarter tout ça. Parce qu'il est dans une dynamique positive de respect de lui-même. Or, quand tu te respectes, tu fais exister ton moi. Vous me suivez ou non? Mais comme pour exister, tu es obligé de véhiculer vers l'extérieur l'énergie de ta neshama. Donc, tu fais exister Dieu. En fait, le respect de l'homme, c'est le respect de Dieu. Mais quand tu ne te respectes pas, tu penses que tu vaux rien et que tu sers à rien et qu'il vaut mieux que tu traînes ta vie pourrie, eh bien, t'empêches Dieu d'exister. Puisque Dieu n'existera que parce que tu le fais exister en existant toi-même. Alors, évidemment que ce n'est pas toi, Dieu. Ouais. Mais c'est cette énergie qui sort de ton âme. Ça s'appelle les étincelles divines. Maintenant, cette étincelle, quand elle passe par ton psychique, par ton nefesh, elle fait que ton jeu, il peut l'utiliser pour exister. Mais comme dans sa nature profonde, elle reste divine, donc en existant, tu fais exister Dieu. C'est pour ça que quand un juif, il fait du bien, en même temps, il fait du bien et en même temps, il fait Kiddush Hashem. Tu dis, mais quel rapport avec le Kiddush Hashem? Moi, je fais ma vie et le bon Dieu, il est ailleurs. Non. Dieu, il existe à travers toi. Mais si, Chas v'Shalom, tu fais du mal, tu fais Chilul Hashem. Tu profanes le nom de Dieu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que de faire du mal, c'est pas seulement de faire du mal, c'est aussi de rater l'occasion de faire du bien. Parce que si Dieu, il existe quand toi, tu existes, donc quand toi, tu n'existes pas, Dieu n'existe pas. Donc tu as raté l'occasion de faire exister Dieu. Et rater l'occasion de faire exister Dieu, c'est profaner le nom de Dieu. Donc tu peux faire le contraire. Tu peux être un Kiddush Hashem permanent aux yeux des Juifs, aux yeux des non-Juifs, aux yeux de tes enfants, aux yeux de tes parents, aux yeux de tes amis. Tu peux être un Kiddush Hashem permanent. Tu dis waouh. Ou le contraire. Excusez-moi, vous connaissez vous? Et chez vous, non? Oh, une erreur biologique, accident de naissance. D'accord? Voilà. Chazak Baruch. Donc, il y a cours mardi prochain. Qu'est-ce que je dois dire encore? Alors, le cours est dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël et en particulier pour Nesaoud Ben Kamra, pour Chaya Bat Miriam, pour Saada Bat Kamra, Yair Ben Anaïs Raya,